مرحبا بك مثلا اسماء الزفلون مرحبا سي سون نهار زهرات المغاربيه مرحبا سي سون ارت دول تبوسا سنات نسوايا فايليس سروميت مامس الدرجه اد نغرا العلاقه ديال فرنسا ذي الجزائر يمي تقطوا في مسلتاكي لي ميديا لي جونو مره مام يسرتياني بوليتيسيان فرنسا تموتنا هضران دافت مسلتاكي تخدم لاين باطاس لي تلفزيون سوتون فرنسا العلاقات الجزائر سنه لحو طاسيك سوالون باش هذا فويغروم كانيس خاطر نونت وليكم كذا فوي تساعداتي ليسا الى ديباسي لي ليميت ديال تمثالنا كاين لا راسون ديال الجزائر فرنسا وهي راح كان الكونترا الجزائر جديده كاس فان دي مانيس فان القوانس وانت جرا فرنسا تركض وكيت مغنين نكرا اساتين سوتو يتموتنا بيان سو سودي قبل رودافو اسد نغال العلاقه تاكيت مثلا سنه اللحو كاكي هضره الفايده للجزائر مش كانت وليض اي نظرونا كهضره للجزائر ساعه مغلير زاد سان فيزيون زاد العلاقه تاكي نا اذكرت كان يمكن تلقى نكرا ثوار دار غاز ما دينار بصح هضره المصلحه تموتنا المصلحه ينس وكذا كاين فرنسا هضره اين خدمنا كهذه دور هذا سورتو ناضي دوري الزينين مرة تجي تمثلت بوساقيت مثلا نصرف فحم قرم كده الناس نسوية ايوا بيان سور اثنو كنا مس شعبان قاسي السلام عليكم شعبان مرحبا بك اهلا وسهلا السلام عليكم bonjour bonsoir à toutes et à tous bonjour cher Salim et bienvenue à toutes et à tous effectivement au moment où un certain nombre de politiques, de médias s'en donnent notamment à cœur joie dans tous les sens, certains instrumentalisent, certains en font aussi leur fonds de commerce. En France, vous l'avez compris, plusieurs médias et partis politiques reviennent sur cette situation entre la France et l'Algérie, mais de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire en Algérie, aucun média, aucun parti politique, personne n'en parle. Nous allons bien évidemment ce soir essayer de pas spécialement nous intéresser à qui, comme je vous le disais, en fait son fonds de commerce, pourquoi tel ou tel média en France réagit de la sorte, mais essayer de s'intéresser à la diplomatie au pouvoir algérien. Plusieurs analystes, observateurs disent clairement que depuis l'arrivée d'Abdelmadjid au pouvoir, il y a bientôt maintenant, il y a plus de 5 ans, le pays n'a jamais autant été isolé. Le Maroc de plus en plus grave, même si à l'époque, du temps d'Abdelaziz Bouteflika, il y avait il y avait tout de même cette petite crise, mais pas autant. Et puis les Émirats, on va en parler, la France, même la Mauritanie, des pays d'Afrique subsaharienne, on y reviendra. Donc on va essayer de comprendre un peu d'où vient cette escalade. Est-ce que le pouvoir algérien n'y contribue pas et de quelle diplomatie parle-t-on voilà, dans les grandes lignes. On y reviendra dans le détail. Très bien, Chaban. Donc, comme vous l'avez dit, on a un lot d'invités, je peux dire de grand calibre. C'est un plaisir de les avoir soit dans le studio. Jamal Benchenouf, Azouflaïka Jamal, marhaba bik. Azoul, merci beaucoup de m'avoir invité encore une fois. C'est un plaisir de vous avoir ici dans le plateau. Sur WhatsApp, Dr Sid Ahmed Sidi Menad, analyste politique, expert senior auprès des Nations Unies pour le climat et l'ozone. Il est avec nous à partir de Vienne. Sid Ahmed Sidi Menad, salam alaikum Azouflaïk et merci d'avoir accepté notre invitation. Je crois qu'il y a un problème de son. Peut-être on va essayer d'essayer encore une fois de reprendre la connexion. Monsieur Dr Sid Ahmed, il est avec nous? Monsieur Sid Ahmed Sidi Menad, senior. Oui, magnifique. Voilà, je n'entendais rien. Très bien, vous entendez qu'à? Qu'est-ce que là, oui. Très bien, magnifique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à partir de Vienne. Monsieur Azwa Choumourok, militant politique, sera avec nous à partir de Paris. Monsieur Hamid Darraz, militant politique à Tizi Ouzou, il sera avec nous. Et peut-être on va essayer d'avoir Monsieur Abdelrahim Moussawar, militant politique à partir de Paris. Restez avec nous. Jameldine Benchenouf est avec nous. Bonsoir, cher ami, cher confrère. Plaisir de vous avoir encore une fois pour cette actualité.
Jamaldine, peut-être d'abord quelques lignes hein, sur cette crise. Deux pays qui ont tant de relations, mais on se souvient d'ailleurs, comme ça dans les grandes lignes, on se souvient qu'Abdelmadjid Tebboune avait parlé d'une certaine rencontre historique. Il devait s'y rendre. Dernièrement, il ne se rend pas à Canossa. Comment vous positionnez ces relations aujourd'hui dans les grandes lignes, peut-être avec un pouvoir algérien qui joue aussi un certain double, voire plusieurs jeux en fonction de certaines actualités ou certains moments de l'année? Merci Chaben, encore une fois, de m'avoir invité. Oui, Chaben, il y a certaines aventures qui sont vouées au naufrage, si je peux dire. Les relations algéro-françaises ont toujours été malsaines, ont toujours été chafouines, sournoises, qui ne tenaient pas compte, côté algérien, des intérêts du peuple algérien, des intérêts de la patrie algérienne, mais qui tenaient compte de ces sortes de proconsuls qui étaient dans la France-Algérie, dans cette sphère d'influence où les soutiens sont toujours souterrains, où la coopération tient compte des intérêts claniques côté algérien. Et donc c'était voué à l'échec, c'était voué au naufrage. Et je rappelle, hein, pour donner un peu l'idée de la vérité des choses, que M. Tebboune, dont la visite d'État en France était prévue depuis plusieurs mois déjà, qui était finalisée dans ses moindres détails, avait changé, M. Tebboune, la date de la tenue des élections présidentielles. Il avait donc changé de date pour venir en France, non pas seulement en tant que président sortant, parce qu'un président sortant qui effectue une visite d'État, une visite où il est prévu de signer des conventions, des gros contrats, de dessiner un paradigme diplomatique, de s'entendre sur de grands points mémoriels. Il ne pouvait pas venir en tant que président sortant, parce que ça aurait signifié qu'il ne pourrait pas s'engager à signer. Donc il a changé la date des élections pour venir une fois élu. Donc c'est dire qu'il se savait élu avant les élections. Hein, Et finalement, ça n'a pas abouti. Il est survenu ce qu'il est survenu. De mon modeste point de vue, je crois que ce qui a tout chamboulé, tout ce qui a donné le coup de sifflet pour la débâcle générale, a été la fameuse reconnaissance du président Macron de la thèse marocaine sur la question sahraoui. Je voudrais juste dire quelque chose avant de vous rendre le micro, pour que nous puissions donc tous discuter de cette question, notamment notre grand ami Sidi Mennad. Je vais vous raconter une anecdote. Un de mes amis, de mes très très proches amis, m'a appelé au téléphone. Il m'a fait part de ses questionnements pour ce qui concerne mes positions publiques sur cette histoire de France-Algérie. France-Algérie. Pas de relation franco-algérienne, de la France-Algérie qui est en train donc de prendre haut de toutes parts. J'aimerais bien peut-être pour le type secteur la différence entre les relations franco-algériennes et la relation France-Algérie. C'est quoi la... Franco-algérienne, ça veut dire que c'est des relations saines, où les intérêts sont bien compris des deux côtés, où les gens de part et d'autre sont sincères les uns avec les autres, même si chacun tire la couverture vers soi. Ça fait partie de la politique. Comme on dit, il n'y a pas d'amitié en politique, il n'y a que des intérêts. Okay. Des intérêts bien compris, bien entendu. La France-Algérie, par contre, c'est une sphère d'influence française
où la France est le chef d'orchestre et où il y a des pays africains anciennement colonisés par la France, notamment les pays CFA de sinistre mémoire, mais pas seulement, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, toute l'Afrique du Nord quasiment, et qui partent de relations très malsaines, où la France part qui est une république, qui est une démocratie, qui a des institutions vraiment élues, vraiment stables, qui a une vision politique, part du principe de sauvegarder ses intérêts, mais utilise les chefs d'État africains et maghrébins qui, de son point de vue, ne sont que des proconsuls, qui sont placés par elle pour s'occuper d'abord des intérêts français, avant les leurs propres et ceux de leur peuple. Et donc cet ami m'a appelé et m'a dit « Je ne comprends pas comment... » Moi j'ai toujours été d'accord avec toi dans ton combat contre ce régime, contre cette mafiocratie comme tu l'appelles, mais là, ça prend une tournure où c'est l'Algérie qui est concernée. C'est l'Algérie qui est visée. C'est l'Algérie qui risque demain d'être déstabilisée. Donc, normalement, tu mets de côté cette histoire de régime. Maintenant, on doit tous s'aligner derrière notre pays. Eh bien non, ce n'est pas mon cas. Et j'espère que ce ne sera le cas de personne de vraiment patriote, de vraiment sincère, de vraiment engagé pour les intérêts de son pays, parce qu'en l'occurrence, ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas entre l'Algérie et la France. C'est entre un clan mafieux, une mafiocratie qui a capté indûment la souveraineté du peuple algérien sur son pays, avec ce qui fut la France-Algérie, ce qui fut la France-Afrique, et qui a trop longtemps servi les intérêts du clan algérien. Très bien. Je vais donner un très bref exemple pour rendre la parole. Les accords de 68, nous en parlerons tout à l'heure si vous voulez, ne profitent qu'au clan du régime, aux barons, à leur parentèle, à leur clientèle, à leurs amis. Ceux qui viennent se soigner en France, c'est les gens du régime. Ceux qui ont des visas et des passeports diplomatiques alors qu'ils ne sont pas diplomates, ce sont les barons du régime. On va revenir amplement tout à l'heure. On va rester avec l'historique de cette crise. Monsieur Dr Sidi Mennad, qu'est-ce que vous en pensez? On revient un petit peu en arrière, juste avant la soi-disant la visite historique de Tebboune à Paris. La crise a commencé. Comment vous expliquez le début de cette crise? Comment elle s'est escaladée? Comment expliquer cette atmosphère d'ennemi, si je peux dire, entre la France et l'Algérie? Comment expliquer pour qu'on est arrivé, si je peux dire, à cette situation? Bonsoir Salim et toute ton équipe. Merci pour l'invitation. Et surtout heureux de retrouver M. Benchenouf, avec qui j'ai eu beaucoup d'échanges, parfois contradictoires, mais très courtois. Et donc je le salue. Mais je voudrais d'abord dire, lorsqu'il parle de Tebboune, il a changé, avant d'être élu, je ne suis pas très sûr de tout ça, parce que on a l'habitude, on a coutume de dire que lui, c'était une façade. Donc, je suis sûr que ce n'est pas lui qui a décidé, ce n'est pas lui qui a voulu. Mais bon, disons, après tout, ça ne nous dérange pas tellement. Maintenant, les origines de cette crise, je vais être franc avec vous, je ne suis pas dans le secret des dieux, comme on dit. Je ne peux pas savoir quelle a été l'origine. Mais en fait, je me pose toujours la question, et encore aujourd'hui d'ailleurs, ne s'agit-il pas simplement d'un jeu de rôle? Est-ce que quelque part, cette crise qui ressemble à beaucoup d'autres, peut-être aujourd'hui un peu plus aiguë, et qu'on essaye de justifier par la position de la France vis-à-vis du Sahara occidental, moi, je ne suis pas, disons, convaincu de cela, parce que il faut plus que cela pour que les relations se détériorent.
Mais en même temps, je suis heureux que M. Benchenouf parle de la France-Algérie, parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. Et nous ne nous posons pas les bonnes questions aujourd'hui. Et l'anecdote qu'il raconte, d'ailleurs, je pourrais aussi la mettre à mon compte, parce que j'ai reçu ce type de critique, si j'ose dire, en me disant, mais attention, aujourd'hui, c'est le pays qui est en cause, c'est notre pays qui est en cause. Certes, effectivement, lorsqu'on voit un peu les réactions de l'extrême droite, et il est évident que je ne suis pas d'accord avec toutes leurs revendications quant à disons, fracasser cette relation France-Algérie. Il y a des propositions que je ne peux nullement accepter, comme par exemple arrêter les visas pour les étudiants. C'est du racisme pur et dur. Mais en même temps, il y a des propositions qui, à mon sens, iraient quelque part dans ce que j'appellerais la lutte contre le pouvoir d'Alger. Et les visas, annuler les visas pour les barons du régime, pour cette nomenclature et tout, bon, ça peut effectivement avoir quelques petites, je dirais, conséquences. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Et je crois qu'il y a un ou deux porte-parole de l'extrême droite, parfois même, je crois, de la droite, qui parlent de geler les avoirs. Là, je dis chiche, allez-y. Geler les avoirs de ces barons. Moi, je vais encore plus loin. Juger ces gens-là, puisque la France a une justice aux compétences universelles, juger tous ces criminels dont les crimes sont connus et même documentés. Aller beaucoup plus loin que cela. C'est pour ça que je dis qu'il faut poser les bonnes questions, parce que si aujourd'hui on essaie de combattre ce pouvoir, et que nous savons tous à quel point le soutien de la France est crucial pour que ce pouvoir tienne encore la route. Et voilà qu'aujourd'hui, on nous fait croire, en tout cas, que ce soutien est en train de s'effondrer. Cela veut dire tout simplement que ce pouvoir va aussi s'effondrer. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'inquiéterait éventuellement, c'est que ce pouvoir, en s'effondrant, provoque le chaos, parce que c'est ce qu'il fait faire, et c'est ce qu'ils avaient prévu déjà dans les... Problème de connexion. Sidi Mnet, il y a un problème. Et là, avec vous m'entendez? Là, on vous entend bien. Voilà, donc moi je rejoins tout à fait l'analyse de M. Benchenouf. On parle de France-Algérie, et cette France-Algérie, elle doit être détruite, parce qu'elle n'est pas dans l'intérêt des deux peuples, elle n'est pas dans l'intérêt des deux pays, et surtout pas dans l'intérêt de l'Algérie, parce que, en fin de compte, regardons-y de plus près, qu'est-ce que nous donnons à la France? Nous vendons du pétrole et du gaz, donc des hydrocarbures, mais en même temps, on les invite à venir prendre toutes les richesses du sous-sol et autres d'ailleurs. Que sait-on des accords certainement secrets? Moi, je vais vous raconter aussi une petite anecdote très rapidement, où j'ai commencé à comprendre ce phénomène de France-Algérie. Il y a eu du côté au sud de Béchar, du côté de Oued Namous, une grave pollution provoquée par l'abandon d'une base secrète française qui donc faisait beaucoup d'expériences chimiques, dont notamment le fameux gaz moutarde avec lequel ils avaient bombardé des villages en Algérie, et qui n'avait été évacué qu'en 1986. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire 14 ans après notre indépendance. Ça montre combien de choses on nous a cachées. Et personne ne voulait parler de cette base secrète. Si ce n'était cette pollution massive à laquelle j'avais été invité à analyser, mais sinon on n'aurait jamais su qu'il y avait une base française. Et je suis sûr qu'il y a d'autres choses qu'on nous cache depuis l'indépendance à ce jour. Donc moi, c'est comme ça que je vois la chose. Très bien. Docteur Sidi Mnet, on revient à vous. Chaban Qassi.
سليم وقيلا كشمد يدنا أزوا شمروق زول فلاش زول شعبان زول كل يوديك لنا كوديك زول مفتونيش زول ثو قاعد سوالي لو ناقيم زول اللي كيب تكنيك ماشي تاخذ مرت العرض عن الانفيتاسيون واحد ساد مرتيش وقيلا كشمد يدنا حميد دراج زول فلاش زلف شعبان زلف سعيد جاب الشلوف زلف دروكونات زلف مرة أما داخل عبرات نور Azwa, Chemlouk, peut-être un mot avec vous aussi. Mais ouais, je travaille c'est d'Arana, l'émission qui se travaille, mais ouais, on s'arrête dans ce roman. Peut-être un mot, mais surtout un élément qui vient d'être évoqué aujourd'hui. Le débat est sur la table, sur ces passeports diplomatiques, cette nomenclatura. Les barons viennent parler de ces avoirs qui devraient être normalement gelés, les biens mal acquis, des soins aussi que bénéficient plusieurs représentants des généraux, des hauts responsables de l'État. Cette situation, cette crise, elle met en lumière aussi ce que dénonce, ce qu'a dénoncé, ce que dénoncent aujourd'hui les Algériens, les Algériennes, les hirakistes, hein, c'est de dire stop aussi à cette complicité, mais stop aussi à ces grands diplomates, ces grands responsables qui usent et bénéficient de tous ces intérêts. La question est pour moi, Chaban. S'il vous plaît, oui. Oui. Donc, alors, si on peut résumer à peu près ce qui se passe aujourd'hui entre la France et l'Algérie, enfin la France officielle et l'Algérie officielle, c'est que je pense que c'est du déjà vu, sauf que ce qui a changé cette fois-ci, c'est que c'est si vous voulez, la position de la France. Donc, la position de la France avec l'extrême droite, enfin avec la scène politique française qui ne cesse de se droitiser. Donc on va beaucoup plus vers la droite. Donc ce qu'on appelait à l'époque de la droite républicaine, il y a beaucoup c'est-à-dire si vous voulez, de franges dans cette droite républicaine qui va beaucoup plus vers la droite, vers l'extrême droite. Donc il y a une forme de droitisation de la scène politique française. Donc si vous voulez, il a mis fin au laxisme des autorités ou de la France par rapport aux agissements du pouvoir algérien. Mais le pouvoir algérien a toujours essayé, si vous voulez, ou a toujours instrumentalisé la France, le sentiment anti-français, la haine anti-France, pour essayer, si vous voulez, de donner quelque chose à une certaine frange ou à une certaine frange politique de la société algérienne, c'est-à-dire la frange qui la soutient. Et généralement, si vous voulez, la frange qui soutient le pouvoir en Algérie, c'est celle qui alimente, c'est celle qui se nourrit de la haine contre la France. D'ailleurs, Tebboune ne cesse de rappeler, c'est-à-dire si vous voulez, la mémoire, ne cesse de rappeler, c'est-à-dire les exactions de la France coloniale en Algérie, afin de donner quelque chose à cette frange, de dire que l'Algérie c'est-à-dire le pouvoir algérien ou l'Algérie d'une manière générale est contre tout ça et contre la France. Donc si vous voulez, il y a un fonds de commerce entre les mains du pouvoir pour se donner une certaine légitimité vis-à-vis de cette frange de la société, et puis la France officielle qui laissait faire pour des intérêts multiples. Hein. Donc il y a des intérêts politiques, il y a des intérêts économiques notamment, mais aujourd'hui on voit que la donne a un peu changé, dans le sens où l'extrême droite, peut-être que je ne sais pas, peut-être par méconnaissance des vrais alliés du pouvoir, des vrais rapports de force, ils défendent leurs convictions sans être réellement confrontés au véritable rapport de force du pouvoir. Donc aujourd'hui, quand on voit le ministre de l'Intérieur français, qui est de la droite républicaine, mais qui est quand même, si vous voulez, identifié beaucoup plus de la droite,
et qui ne cesse de marteler et qui ne cesse c'est-à-dire de tenir un discours un peu ferme, un peu virulent envers de l'Algérie, ça nous démontre un peu, c'est-à-dire la droitisation c'est-à-dire de la scène politique ou des dirigeants françaises. Mais justement, Azo Chemoukou, effectivement, le Bruno Retailleau parle de relations agressives. Il dit bien, on l'écoutera tout à l'heure, il parle d'agressivité du côté de l'Algérie. Quelque part, il n'a pas tort. On va revenir avec nos intervenants sur cette diplomatie qui, depuis des années, c'est un pays qui ne s'est jamais isolé et ce n'est pas que la France. Donc d'ailleurs, c'est les prochaines questions qu'on posera. C'est est-ce que réellement, maintenant, depuis 5 ans, 6 ans, on peut citer tous ces pays. Je pense que nos invités vont y revenir. Mais pour ces Algériens en France, mais ces Algériens qu'on a entendus au Hirak, ces Algériens aussi, qui sont en Algérie et qui dénoncent ça, peu importe les analyses ou les sorties en France, quelque part, c'est un point bénéfique pour vous qui êtes hirakistes, mais aussi pour le peuple qui attend que ça, que ces oligarchiques tombent, que ces intérêts, à un moment donné, que ces gens-là n'aient plus d'intérêt, que ce système tombe et que ça change. Ça met en lumière. C'est vrai, certes, ça a mis en lumière, mais je pense que c'est circonstanciel, c'est-à-dire que c'est par rapport à la circonstance actuelle où, c'est-à-dire les relations franco-algériennes sont tendues. Mais je doute fort si vous voulez, de la volonté du pouvoir français actuel c'est-à-dire de défendre c'est-à-dire si vous voulez d'être dans cette position-là, de défendre ces positions-là ad vitam aeternam, parce que aujourd'hui il y a c'est les relations tendues, mais demain certainement les relations vont s'établir. Il y aura un rappel à la raison des deux côtés, ils vont s'établir, et puis le pouvoir ou les autorités ou le gouvernement français, ils vont vite oublier les agissements du pouvoir. Mais avec on va y revenir à Zouachenouk, mais ça me semble tout de même, il y a tellement de dossiers, ça me semble, nos invités vont donner leur avis, mais ça me semble actuellement assez difficile. Salim. Très bien, mais j'aimerais bien entendre ton avis sur parce que le pouvoir, le discours officiel, tu l'a martelé plusieurs fois, comme quoi l'extrême droite, la droite a pris en otage le pouvoir en France. C'est le discours officiel et pour dire comme quoi ce que dit le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, c'est pas le discours officiel. Et vous, monsieur Sidi Mned, vous aussi, vous dites comme quoi, chiche, c'est une bataille, c'est une crise entre la France et le régime algérien, c'est pas et le peuple algérien. Tout à fait. Par contre, on entend beaucoup de discours en Algérie dire ce discours, dire comme quoi c'est une crise entre la France et le régime, c'est pas contre l'Algérie, ça c'est de l'antinationalisme et c'est contre l'Algérie, c'est n'aime pas l'Algérie. Comment on peut répondre à ce discours, dire comme quoi c'est entre eux, s'ils bloquent les passeports diplomatiques, c'est pas l'Algérien qui souffre, c'est le régime que beaucoup d'Algériens ne donnent aucune légitimité. Oui, c'est ce que j'avais dit au début, lorsque j'ai parlé de cette anecdote d'ami qui m'a appelé. Mais cette attitude, elle est alimentée par une très grosse propagande et par les alliés naturels du régime, qui ne sont pas gratuitement dans cette histoire de récupération mémorielle de la révolution algérienne ou qui aiment l'Algérie plus que les autres. Non, c'est parce que ça les sert. Le vrai coup d'État ne consiste pas seulement à prendre le pouvoir, mais à le garder. Et on ne peut pas garder le pouvoir juste avec la violence et la ruse. Il y a d'autres moyens qui sont notamment la corruption de masse, la corruption des élites, l'installation d'un système de concurrence et d'émulation entre les gens pour qui est plus qafz que l'autre pour avoir une plus grosse part. Et c'est pour ça qu'ils utilisent par exemple les organisations de masse, le GTA, l'UNFA, le Croissant Rouge, le Oulad Chouhada, Oulad el-Moujahidine, ils les sustentent et ils attendent d'eux qu'ils agitent le bendir du patriotardisme. C'est même pas du patriotisme. Et tout ça procède de l'alimentation, de la perfusion, du maintien en perfusion permanente du peuple algérien
dans cette histoire de patriotisme, de nationalisme, d'anti-France. Et c'est là où on n'en revient pas. Ces gens qui vivent en France, qui sont tous en France. Leurs enfants étudiants. Leurs enfants sont en France. Ils sont français, pour la plupart. Ils se soignent en France. Moi, je me rappelle, général Zar Berhamou, un jour, on lui a posé la question. Je suis parti en Suisse pour arrêter de fumer. Et je présume que c'est la Sécu qui paye. Arrêter de fumer. Alors qu'en Algérie, les gens meurent de cancer. Ils font leurs études en France. Ils achètent des biens. Ils achètent des biens en France. Ils achètent des hôtels. Et soit dit en passant, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, dans le cadre des accords de 68. Parce que les accords de 68, c'est 3 points, c'est pas 36. C'est la circulation, la libre circulation. Maintenant, c'est plus le cas. Même les Algériens, ils partent avec un visa. C'est la libre installation des Algériens, contrairement aux Marocains, aux Tunisiens et les autres. Ils ont des privilèges pour s'installer en France, pour vivre, je veux dire. Ce n'est plus le cas, ils obéissent aux mains. Il reste le 3e point. Qu'est-ce que c'est? C'est s'établir, commercialement parlant. Acheter des biens, acheter des hôtels, acheter des logements, lancer des entreprises. Et ça, c'est qui le fait? C'est les barons du régime, leur parentèle, leur clientèle, leurs amis ou ceux qui leur donnent du fric pour les aider. Et donc, ils ont besoin d'alimenter. Il n'a rien, et c'est lui qui est cachériste par excellence. Mais la France, il faut rappeler peut-être aux gens qu'il y a environ 5 millions d'Algériens. En France, les statistiques ethniques sont interdites, mais tout le monde sait qu'il y a à peu près 5 millions d'Algériens, dont 2 millions à 2 millions et demi de majeurs français. De majeurs. Ça veut dire, leurs enfants, quand ils vont grandir, ils seront français aussi. Et c'est des gens qui sont parfaitement assimilés, intégrés, qui se sentent aussi bien français qu'algériens, qui souffrent de cette situation. À plus forte raison, comme vous l'avez dit au début, que ceux qui en profitent le plus de cette crise, c'est l'extrême droite, qui surfe sur la vague de la haine, qui surfe sur la vague de l'exécration, et qui a trouvé le bon moyen d'attirer les électeurs qui sont dégoûtés par le chamboulement de leur cadre de vie, il faut le dire aussi, il faut le reconnaître, à cause de certains de nos compatriotes, et ce n'est pas de leur faute, parce qu'ils ont été marginalisés, parce qu'ils ont été ghettoisés, parce qu'ils souffrent d'une sorte de discrimination à l'emploi, de discrimination au faciès, parce qu'ils subissent... c'est très simple. Prenez quelqu'un qui a un faciès un peu occidental. Il n'est jamais contrôlé en France. Jamais. Quelqu'un qui a un faciès... Eh ben, il est contrôlé 36 000 fois par jour. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il se sent rejeté, et ses enfants ressentent ce qu'il subit, lui, dehors, de discrimination. Et l'extrême droite, au lieu d'aider, de débattre, de susciter un débat national pour essayer d'accueillir tous ces gens dans une seule France apaisée, eux, non, ça ne les arrange pas. Eux, ils cha'alou nar, comme on dit. Parce que ça les arrange, parce que ça fait voter en leur faveur. Mais avant de vous rendre la parole, Salim, si vous permettez, d'abord j'aimerais remercier notre frère aîné, Sim Ned, pour les mots très, très vrais qu'il a dit. Mais aujourd'hui, il faut vraiment que nous faisions de la pédagogie à l'endroit de nos compatriotes, pour qu'ils comprennent que si moi je ne soutiens pas le régime contre la France, d'abord moi je vis en France. J'ai fui l'Algérie. J'ai fui l'Algérie parce que j'ai eu des ennuis, parce que j'ai fait mon travail de journaliste. Et qui m'a accueilli? J'ai été accueilli en même temps que tous les autres réfugiés politiques, même des islamistes, qui sont aujourd'hui en France, que la France a accueillis, en regard des droits de l'homme et du droit d'asile qu'elle doit accorder aux gens qui fuient. Mais d'un autre côté, Jamal, on dit qu'on accuse la France d'aider ce pouvoir qui t'a fait fuir l'Algérie. J'allais y venir.
Donc, moi, je ne peux pas être contre la France avec le régime. Moi, si demain, il y a un problème entre mon pays, l'Algérie, ma patrie, la terre de mes ancêtres, et la France, qui m'a accueilli, où je suis là aujourd'hui, en train de vivre avec mes enfants et mes petits-enfants, là, ce que je ferai, c'est de tout faire pour réconcilier ces deux pays, miens, ces deux pays que j'aime. Je ferai tout pour qu'ils ne se disputent pas, pour qu'ils se réconcilient. Mais il y a un mais à la fin, j'imagine. Si tant est que ça peut arriver. Mais si je sens en mon âme et conscience que, par exemple, la France vraiment hagarde les Jazair, ben j'irai du côté de l'Algérie. Et si je sens que l'Algérie n'a pas les moyens de hagarder de toutes les façons, même si elle le voulait. Mais sinon, l'un dans l'autre, il faut essayer d'adopter une position juste. Très bien, très bien. نولي لك جنب نولي لك جنب نولي لك ماس حميد دراج ايك عزيزا يعطيك الصحه مثل راسك وكنا ماس هذا دوك تاع قبايليت مور شغاليف حميد والله ولا سي غير فرنسا ديال فاس لا غي ايماس دو ريونكور خاطر تمسات نهضر 68 مي لا dans les accords نظن 86 من بعد دوغا جو في revenir sur ce sujet avec les autres invités mais حميد دراج تمثيل les accords 86 داينا كي مسفهمن باش كان الفيزا بور لي ديبلومات الجيريان سو كي لي باسبور دبلوماتيك سلاونسن سواراونسن لي فامين سنا كلي اسن سلي دريونكور شو دينا يمد هذا المغاربيه في مساتكا دوغارك حامد. L'échange de lettres Kouchner-Medelsi, donc entre les deux ministres des Affaires étrangères, ce n'est pas un accord international. L'accord de 68, c'est un traité international au sens du droit public international. L'échange de lettres, c'est un simple échange de lettres, c'est un format plus simple dans la relation bilatérale entre deux États. Et cet échange de lettres exonère de visa tous les détenteurs de passeports diplomatiques. Du côté algérien, vous avez les passeports diplomatiques qui sont délivrés aux diplomates. Alors il y a 20 consulats d'Algérie en France, il y a une ambassade d'Algérie, 20 consulats. Ils sont distribués aux diplomates, aux officiers, aux militaires et à leurs familles, aux hommes politiques, donc au système. Et donc ces gens-là peuvent venir en France sans visa et faire toutes leurs affaires financières ou autres en France. Donc si on ne veut pas dénoncer l'accord de 68, un premier signal serait de mettre fin à cet échange de lettres de 2007. سيدي ماس حميد دراج يعني وكيكس من هذه دور نادافو خاطر ما لا حبسنا وكذا قال لي باسبور دبلوماتيكي كي تاك نابورت كي لي فامين سيني ورا ونسن باش هذا عدين اللي يجي العسكر هنا كورتريت ساعاني باسبور دبلوماتيك كي دينا دوران كولاكي دوكيكس من هذه دور نادافو ام تاكي ام العفايسه كي ليبيا كي عندي فرنسا بالك هنا نديك شف تمثلنا كي بالك اللي جنا دافو زما دو غالا في هذه وكذا في لي زانتيرينس. Tout d'abord, tous les accords de France et de l'origine, ici, pour l'intérêt de ce régime. Tout d'abord, des relations Algérie-France, c'est des relations Algérie-France. Il y a des relations entre la France et le pouvoir algérien. Parce que le pouvoir, c'est un fils de la France. Ça veut dire la France, c'est qui n'a rien fait depuis 60 ans. Donc on ne peut pas dire la relation France-Algérie. La France est un pays qui dit bonnet d'Allah en 1789. Elle a eu la démocratie, elle a eu la liberté de la justice en 1789. Nous connaissons la liberté de la justice. En France, il y a ce qu'on appelle la démocratie. En France, il y a des citoyens qui ont demandé signer la pétition pour la démission de Macron. En Algérie, un pouvoir illégitime, un président illégitime, on ne peut pas dire un mot. On ne peut pas dire
dans notre pays, on ne peut pas accuser Tebboune comme quoi il est illégitime à cause de notre liberté. Donc le problème, c'est que le premier, il faut voir la nature du système. On a un régime qui n'a rien à voir avec le peuple algérien. C'est un régime qui gère son maintien, surtout avec l'arrivée de Tebboune. Donc, c'est dit, le régime, il essaie tous les moyens de se maintenir et de garder ses intérêts personnels. الساقي من المقلب اللي كان على خلق الساقي ده شو le problème ou بورام زوالو ده شو le fondement يعني le problème fondamental. Ce n'est pas parce que Macron il a critiqué l'Algérie, ce n'est pas parce que Macron il a dit quelque chose de mauvais pour l'Algérie. غزل الحلقه فشو في الصحراء الغربيه. Ça veut dire on a un régime qui défend les étrangers, qui défend des étrangers au détriment de son pays, au détriment de son peuple. Tu vois, il y a une crise multidimensionnelle. Cette crise multidimensionnelle, l'économie, la politique, la santé, اثناء الساقي قرا على توالين قرا طول المراز الساقي تبون الى قد يزرب باللي تبون لكن نورمالمون دوا سافوار الساقي نورمالمون كل يوم ضربوا دي كيسا سوا ان بريزيدون كي سوان à l'étranger il est en train de toucher la souveraineté nationale. Un citoyen simple il peut se soigner à l'étranger, mais un président d'un État il se soigne à l'étranger, ce n'est pas Tebboune Tebboune Bouteflika et autres. Le fait de se soigner à l'étranger, déjà, vous êtes en train de toucher à la souveraineté nationale. Ça preuve que vous n'avez rien de nationalisme. Le nationalisme à ces gens-là, de ce pouvoir, son nationalisme dans les discours, mais dans la réalité, il y a les détournements, il y a le hogara, il y a la corruption, il y a tous les fléaux utilisés par ce régime afin de rester, afin de garder le pouvoir. Donc, il n'y a pas ce qu'on appelle dans notre langage la France. La France, soit l'Algérie, soit comme un marché. Donc, le pouvoir, il utilise l'Algérie pour être intérêt au pays, aux puissances étrangères. Donc, à mon avis, tout ça, c'est des diversions, parce que c'est un pouvoir, c'est l'échec royaume. Donc, on se met là, mais voilà, il y au niveau interne, c'est qu'il y a des théories, c'est que les Israéliens cherchent des théories. C'est que les théories où les Israéliens ne vont pas les avoir. C'est que les théories où les Israéliens se servent. C'est que les théories où les Israéliens se soignent. Ils vont à l'hôpital de Canada. Donc le pouvoir, il y a qui dit غمك affiché الشكلس الفشلينس ليش تخدم il est obligé de créer d'autres ennemis à l'étranger. طبعا تلميذك حميد شعبان. Pas bien, problème avec Chaban. Monsieur Sidi Mennad, docteur Sidi Mennad, peut-être on va revenir au traité signé entre notre ministre des Affaires étrangères et celui de la France en 1986 par rapport à la délivrance des passeports diplomatiques et bien sûr donner le visa aux détenteurs de passeports diplomatiques, leurs enfants, leurs familles. Sans visa, ils rentrent avec le passeport diplomatique. Avec le visa diplomatique. Normalement sans visa, si j'ai bien compris. Peut-être. Sans visa. Donc, qu'est-ce que vous en pensez que ça peut faire mal si on arrive à ce stage on enlève le privilège d'avoir le passeport diplomatique? Non, je ne pense pas une seconde, parce que, comment dirais-je, ces barons du régime qui ont, comment dirais-je, des liens très étroits avec le pouvoir français, vont toujours trouver un moyen de contourner cette décision qui serait rappelée. Moi, j'y crois pas, parce que d'abord, il faut savoir... Pardon, monsieur Mennad, j'ai envie de comprendre. Vous ne croyez pas qu'ils vont arriver à ce stade, ou vous ne croyez pas que ça va faire mal au pouvoir? S'ils arrivent à faire cette procédure. Non, ils peuvent effectivement décider de rappeler cette décision de 86. Mais je ne pense pas que ça aura, ou ça aurait, puisque c'est au conditionnel, des conséquences très fâcheuses pour les barons du régime, ce que j'appelle la nomenclatura, le pouvoir d'Alger et tous ses supplétifs.
D'ailleurs, on peut savoir pourquoi, monsieur Sidi Mned, pourquoi vous pensez que ça ne va pas toucher? Parce que, comme l'avait dit Driancourt, c'est des familles, c'est des milliers de personnes qui en profitent. Leurs enfants, leurs femmes, les anciens militaires, les retraités, tout le monde en profite de cette aubaine, passeport diplomatique. Oui, vous pensez que ça... oui, ce que je suis en train de dire, c'est que lorsqu'il s'agira de toucher aux intérêts de ceux qui, disons, détiennent le pouvoir en Algérie, soyez-en sûrs qu'il y aura des passe-droits, qu'il y aura d'autres ficelles pour qu'effectivement ils ne soient pas réellement touchés. Parce que n'oublions pas une chose, c'est que cette mesure parle de détenteurs de passeports diplomatiques. Or, nous savons que les passeports diplomatiques sont distribués à tout va. Alors qu'en fait, la règle, telle que je la comprends, telle que je pourrais la comprendre, c'est pour les diplomates et non pas pour des militaires. En quoi un militaire est diplomate, sauf s'il est attaché dans des ambassades, etc., ce qui est une autre paire de manches. Mais être général ne donne pas le droit normalement à un passeport diplomatique. Et de toute façon, nous savons très bien que ces personnes ont leurs entrées dans les ambassades, dans l'ambassade d'Alger ou les consulats ailleurs en Algérie. Ce n'est point un problème, comment dirais-je, d'obtenir des visas, même s'ils doivent passer par la case visa. Donc moi, c'est une mesurette en ce qui me concerne. Parce que moi, ce que je déplore d'ailleurs, lorsque M. Driancourt, puisqu'il s'agit de lui, parle de ces gens-là qui viennent pour des affaires financières. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que ces gens-là bénéficient donc d'une faculté de pouvoir transférer des sommes colossales, sans contrôle, sans rien, dans des banques, acheter des biens sans qu'il y ait de règles précises. Vous vous rendez compte, nous ici en Europe, lorsqu'on va déposer plus de 1 000 € dans une banque, on nous demande des justificatifs. Ces gens-là déposent des millions, voire des dizaines ou des centaines de millions. On n'en parle pas. Donc ces passe-droits vont continuer d'exister. Mais par contre, si un jour on nous dit « Ah, maintenant on va s'occuper », et ils l'ont fait pour d'autres, hein, ils l'ont fait pour certaines personnalités, notamment, je me souviens, la fille du président de Guinée équatoriale, je crois le président de la Banque centrale du Liban, M. Salamé et tout, ils voulaient geler les avoirs de ces gens-là, donc ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Et en parlant des droits de l'homme, ils peuvent aussi juger un bon nombre de ces gens-là, notamment au niveau de l'armée, qui sont coupables de crimes contre le peuple algérien. Et les documents existent, les preuves existent. Il y a des ONG qui sont même prêtes à monter des dossiers contre ces gens-là. Donc le problème demeure. Jusqu'où va aller cette crise? Moi, personnellement, je ne pense pas qu'elle aille au-delà comment dirais-je, de réellement atteindre les intérêts même de ces barons du régime. Mais je le déplore. Mais par contre, si un jour je vois que ça va plus loin, je dirais que, pour ma part, ce ne serait pas une mauvaise chose. Très bien. Mais si je peux ajouter une chose, parce que Benchenouf a parlé des élites, et effectivement, je voudrais dire quelque chose à ce sujet. Je peux comprendre à un certain degré que nos élites qui sont en Algérie puissent éventuellement être, je dirais, entre guillemets, obligées de coopérer, si j'ose dire, avec ce régime. Par contre, nous avons des élites à travers le monde entier, et croyez-moi, j'en connais, et qui restent silencieuses. Des élites qui n'ont rien à perdre, qui ne peuvent craindre de quoi que ce soit de ce régime. Nous avons de grands écrivains, nous avons de grands sportifs, nous avons des célébrités dans tous les domaines et qui restent silencieuses. Je suis désolé, moi je leur fais appel. Dénoncer ce qui se passe en Algérie. Aujourd'hui, un jeune poète a été condamné à 50 prisons. Justement, on va revenir à ce point. On va revenir à la...
Sidi Mnadon va revenir s'il te plaît à ce point tout à l'heure, juste pour terminer l'émission, hein, si vous avez des appels à faire, mais on va revenir à vous dans quelques instants. Chaban. Qu'on écoute le ministre des Affaires étrangères français, vous allez voir ce qu'il dit et on en parle juste après. Moi, mon job, ma mission, c'est de trouver des résultats, d'obtenir la coopération pleine et entière des autorités algériennes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai dit que j'étais disposé à m'y rendre pour aborder tous les sujets et pas seulement ceux qui ont fait l'actualité ces dernières semaines. Quand vous dites je suis disposé à m'y rendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une date prise? Ça veut dire que vous avez vraiment prévu d'y aller? On a adressé cette proposition aux autorités algériennes. J'attends leur retour. Ils vous ont pas répondu? Pas encore. C'est fou ça quand même. Enfin, vous êtes le ministre des Affaires étrangères de la France. Vous dites je veux venir et il n'y a pas de réponse. Oh mais ça arrive régulièrement, vous savez. Non, j'avais la naïveté de penser qu'effectivement, quand on est ministre des Affaires étrangères et qu'on dit écoutez, je souhaiterais vous rencontrer, qu'on puisse discuter, voilà, on trouvait une date dans l'agenda, quoi. On le trouvera. Voilà, ici tout de même Jean-Noël Barrot assez mal à l'aise face à Pauline de Malherbe sur ce rendez-vous. Je voudrais qu'on parle justement et qu'on prenne un peu plus de hauteur de la situation diplomatique de l'Algérie. Juste peut-être 3 points un peu pour aussi résumer cette lettre de Kouchner avec Medelsi qui date de 2007, donc qui exempte de visa tous les détenteurs algériens ou passeports diplomatiques à vie, les circuits financiers et le change algérien avec un dinar inconvertible. Donc les circuits de financement, les biens immobiliers et les accords de sécurité sociale. Azouab Chemour, je voudrais revenir à vous pour prendre un peu de hauteur. Alors effectivement, on évoque la France, l'Algérie, la France, les deux pouvoirs, mais un élément qui me semble important, c'est peut-être aujourd'hui d'éclairer, d'apporter quelques éléments de réflexion au peuple, en Algérie en tout cas, qui ne sait pas à quelle sauce il sera mangé. En tout cas, c'est un peuple, on parlera de Tadjadid dans quelques instants. L'affaire Sansal, on kidnappe une méthode assez particulière. Le journaliste Abdel Waqil Blam, les mêmes méthodes. Cet influenceur, il y a aussi des méthodes assez particulières. Une presse qui s'en donne à cœur joie, sans être parfois officialisée lorsqu'il s'agit de diplomatie par le pouvoir algérien, souvent pas de réponse. L'APS qui est assez vulgaire et virulente. Prendre de la hauteur peut-être avec vous 4 messieurs, sur cette diplomatie. Beaucoup disent que depuis plus de 5 ans maintenant, le pays n'a jamais été autant isolé. Plusieurs problèmes avec plusieurs pays. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui c'est la France, mais ça pourrait avoir lieu avec un même autre pays. Azouab Chemour, la situation du pays aujourd'hui sur la politique étrangère, est-ce que c'est un pouvoir, un régime affaibli? Et je terminerai là-dessus, derrière toutes ces situations, et après vous avez la parole, toutes ces situations que je viens d'évoquer, c'est aussi qu'un pouvoir dont le monde, la presse française mais mondiale a dénoncé les libertés, mais a dénoncé, a qualifié ce régime militaro-politique, oligarchie. Azouab Chemour, pour commencer. Avant de commencer mon intervention, Chaban, permettez-moi juste de rappeler quelque chose, à mon sens, qui est très, très illustrant du fossé qui existe entre la France et l'Algérie en termes de démocratie, en termes de respect des libertés. Vous avez tous vécu, on a tous vu, c'est-à-dire les menaces des influenceurs, ce qu'on appelle communément les influenceurs TikTokers, à l'encontre des opposants algériens en France, et à l'encontre notamment à l'encontre de Mohamed Tadjadid, qui est ce qu'on appelle communément le poète du Hirak. Regardez ce qui s'est passé en France. En France, on a arrêté les menaçants, on a arrêté les délinquants pour soit les traduire en justice, soit les extrader, c'est-à-dire les expulser en Algérie. Regardez ce qui s'est passé en Algérie. On a arrêté Mohamed Tadjadid, c'est-à-dire la victime. Juste pour vous dire à peu près comment que les deux logiques, c'est-à-dire qu'il y a une logique où on protège les victimes, il y a une logique où on est ferme contre toute forme de violence, que ce soit verbale ou physique. Et regardez la logique des autorités algériennes ou du pouvoir algérien, c'est-à-dire que on terrorise les victimes au lieu c'est-à-dire de condamner c'est-à-dire les délinquants. C'est pour vous dire à peu près une image qui, à mon sens, qui est très, très illustrante. D'ailleurs, aujourd'hui, on vient de condamner Mohamed Tadjadid à 5 ans de prison ferme, pour vous dire la terreur dans laquelle ce pouvoir veut sombrer le peuple algérien.
Après, en ce qui concerne la diplomatie, vous avez passé tout à l'heure une séquence du ministre des Affaires étrangères français. À mon sens, moi, ça me montre, si vous voulez, le pragmatisme de la diplomatie française. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, peu importe la surenchère populiste du pouvoir algérien, il reste qu'il garde toujours la raison. C'est pas pour défendre le pouvoir français ou c'est-à-dire le gouvernement français, mais c'est la réalité des choses, malheureusement. On aurait souhaité avoir un gouvernement ou un pouvoir qui serait quand même raisonnable, qui serait pragmatique, qui défendrait les intérêts du peuple, les intérêts de la nation. Mais malheureusement, hélas, ce n'est pas le cas. Donc, le ministre des Affaires étrangères, il a été, si vous voulez, pragmatique, raisonnable, calme. Mais le problème, c'est que avec ce genre de diplomatie, le plus important, ce n'est pas ce qu'on déclare. Le plus important, c'est ce qu'on est réellement. C'est-à-dire quand le ministre des Affaires étrangères ira à Alger, de toute façon, il y sera, c'est sûr. Tôt ou tard, il va y être. Hein. Donc, c'est juste selon les pressions que la France aurait mis sur le pouvoir algérien, mais de toute façon, il y sera. Donc, j'en suis sûr que le ministre français sera beaucoup plus ferme que le pouvoir algérien. Sauf que le pouvoir algérien, il ne sera pas ferme. Au contraire, il va céder sur beaucoup de choses. Et je vais revenir et je vais expliquer pourquoi. Il va céder sur beaucoup de choses, mais c'est-à-dire, lui, comme c'est un système totalitaire digne d'un système dictatorial, c'est que le propre d'un système totalitaire tel que le nôtre, il arrive toujours, il essaye de vendre l'échec comme une prouesse diplomatique. C'est ce qu'il est en train de faire le pouvoir algérien. Mais j'en suis sûr, quand il sera à Alger, le ministre des Affaires étrangères français, il sera ferme. C'est vrai que sur la séquence, on a montré une certaine gêne, parce que c'est vrai qu'on se dit que c'est comme si c'était la France qui se prostituait, excusez-moi du terme, vis-à-vis de l'Algérie, mais la réalité des choses, la diplomatie, la vraie diplomatie, ça ne se passe pas dans les plateaux, ça se passe dans les négociations, c'est-à-dire en coulisses. Donc, je disais que pourquoi la diplomatie algérienne est faible. Donc, je disais pourquoi la diplomatie algérienne va céder. C'est parce que le pouvoir diplomatique, il y a quelques éléments qui donnent à un pays ou à une nation un pouvoir diplomatique, un pouvoir de négociation vis-à-vis d'autres nations. Donc vous avez le premier lieu, la stabilité politique. La stabilité politique, c'est-à-dire que vous avez la démocratie, l'alternance au pouvoir. Vous avez la volonté du peuple qui est respectée. Donc quand vous avez des dirigeants qui ont cette légitimité populaire derrière, ils ont quand même une force, un rapport de force ou une force de négociation vis-à-vis de leurs homologues étrangers. Vous avez l'autonomie ou la puissance économique. C'est-à-dire quand un pays importe pratiquement tout ce qu'on mange, ce qu'on met, les voitures qu'on conduit, pratiquement tout ce que c'est-à-dire tout ce qui sert au quotidien de l'Algérien, on l'importe de l'étranger. Donc on ne peut pas avoir une forme d'indépendance ou une forme si vous voulez, d'autonomie pour pouvoir avoir une position et défendre des causes justes dans le monde. Et puis vous avez la force militaire. Nous, on ne produit rien militairement, c'est-à-dire qu'on dépend quasiment de la Russie en ce qui concerne les équipements lourds militaires, on dépend un peu de l'Europe, on dépend un peu des États-Unis, un peu de la Chine. Donc, si vous voulez, quand militairement on est dépendant de l'étranger, donc on ne peut pas avoir une souveraineté ou une décision souveraine. Et puis, vous avez aussi le progrès technologique. Donc, on importe tout. Technologiquement, on n'est pas un pays qui est fort ou qui est c'est-à-dire dans une étape de progrès technologique où on pourrait dire que c'est un pays qui pourrait avoir sa souveraineté. Donc tout ce que est en train de nous vendre le pouvoir algérien, c'est-à-dire c'est de la poudre aux yeux. Donc c'est un mensonge, c'est pour la consommation interne, mais en réalité, certainement, le pouvoir algérien va céder. Vous savez, cette crise passagère entre la France et l'Algérie, vous savez, tout dépend de la France. Hein. Il ne faut pas qu'on se mente, tout dépend de la France et de la fermeté de la France. Merci. Vous savez, Boualem Sansal, si la France tient vraiment à libérer, il sera libéré. C'est juste. Vous savez, c'est qu'elle va laisser juste un peu une porte de sortie pour le pouvoir algérien pour essayer de nous vendre ça comme une forme de prouesse diplomatique ou quelque chose comme ça. Mais in fine, la France
quand on prend tout ça, c'est-à-dire entre les deux pays, en termes de rapport de force, la France est beaucoup plus loin en avant. Donc on ne va pas se mentir. C'est pour ça que nous, on essaye on milite aujourd'hui pour qu'il y ait tout ça. Là où l'Algérie fait défaut, c'est-à-dire tous les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure, l'Algérie fait défaut. Donc c'est pour ça que nous, on milite à ce que l'Algérie puisse avoir, c'est-à-dire son mot à dire, et puisse établir des relations d'égal à égal entre les nations. Notamment. Et puis nous, juste je finis là-dessus, et puis nous, on n'est pas dans la surenchère, on n'est pas dans, si vous voulez, dans ce qu'a appelé Macron, c'est-à-dire dans la rente mémorielle. C'est-à-dire que c'est vrai que ce qui s'est passé entre la France coloniale et l'Algérie colonisée, c'est de l'histoire, c'est douloureux. Il faut juste l'aborder d'une manière rationnelle. Vous savez, chacun de nous, même sur ce plateau, chacun de nous a des membres de sa famille qui ont battu la France. Mais aujourd'hui, on est en France. Et c'est la France, comme disait tout à l'heure Jamal Benchemou, c'est la France qui nous a accueillis, malheureusement, parce qu'on a fui la dictature des militaires algériens, alors que c'est notre propre pays, malheureusement. Donc, nous, on essaie de... Restez avec nous. Jamaldine, j'évoquais... À l'instant, je voudrais revenir avec vous parce que je sais aussi que vous avez une sacrée expérience concernant les arcanes du pouvoir. Je voudrais qu'on prenne un peu de hauteur. D'abord, les méthodes qu'a subies. Alors, je parlais du journaliste Abdelwakil Blam qui a disparu pendant plusieurs jours sans savoir et puis qui derrière est accusé, je crois aussi, d'atteinte à l'unité. Le Boualem Sansal, on ne parle même pas des méthodes. Et puis, plus de 8 jours après, on a juste l'APS qui sort un papier d'une agressivité virulente sans nom. Ce sont des méthodes récurrentes, ce sont des méthodes aussi antidiplomatiques, parce que sur une affaire... Est-ce que l'Algérie, quelque part, n'a pas aussi participé à l'escalade de cette situation avec la France? Mais avec vous, je voudrais prendre un peu plus de hauteur aussi, nous donner l'état des lieux de ce pays qui s'isole de plus en plus. Certains, je rappelle ma question, certains disent clairement que depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune, toutes les frontières sont fermées, il n'y a plus aucune relation, parce que le pouvoir aurait pu y mettre du sien, notamment sur une affaire comme Boualem ou d'autres par exemple. Oui, mais Chaben, encore une fois, il est très très important de préciser que ce n'est pas l'Algérie qui est en train d'aller vers une escalade, que ce n'est pas le pays, que ce n'est pas le peuple algérien. C'est le régime algérien, c'est un système mafiocratique, c'est un système clanique, fondé sur des méthodes très perverses et qui fait subir l'indicible au peuple algérien et encore plus aux militants parmi ce peuple qui essayent de soulever ne serait-ce que la chape de plomb pour crier au monde toute leur détresse. Et j'en veux pour preuve le poète du Hirak Tajadid, que le régime vient de condamner à une peine absolument atroce. Blâme le journaliste. Comme ça, Abdelwakil Blam, vous allez revenir, mais pourquoi ce pouvoir est comme ça? Lorsque Boualem Sansal, et encore une fois, on ne revient pas sur ses dires, ses sorties historiques, etc. S'il y avait un état de droit en Algérie, il aurait certainement pu être confronté à des historiens. Mais pourquoi ce pouvoir est comme ça? Lorsque quelqu'un est arrêté, il suffit juste de l'annoncer, qu'il ait ses droits, je crois que c'est l'article 51, et puis ça va de soi. C'est un pouvoir, quelque part, qui garde les mêmes méthodes et qui aujourd'hui donne le bâton pour se faire taper, et qui, quelque part, c'est peut-être un point positif, mais vraiment en lumière ce que crient les Algériens depuis des décennies, le changement de système. Le Hirak aussi l'a dit clairement, stop à cette méthode de répression, et ces méthodes répressives, pardon. Puis ces relations aussi conflictuelles avec notamment la France, on l'a vu avec le Mali, le Maroc, la Mauritanie, les Émirats arabes, et vous allez en sortir d'autres certainement. Mais Chaben, ce n'est pas un système politique qui repose sur des fondements institutionnels, sur des principes de droit, sur des principes moraux,
sur le respect de ses propres lois, celles qui lui-même fait voter par ses députés désignés, par son Sénat désigné, un Conseil d'État ou un Conseil constitutionnel qui ne l'est que de nom. Le problème n'est pas là, le problème est ailleurs. Le problème est que ce régime n'est même pas capable de respecter ses propres lois. J'en veux pour exemple. La présomption d'innocence est consacrée dans le droit algérien. Elle est consacrée dans le droit pénal. Elle est consacrée dans les dispositions, toutes les dispositions constitutionnelles et législatives. Mais le président de la République démocratique, République algérienne, etc., populaire, a lui-même publiquement violé la présomption d'innocence à plusieurs reprises, publiquement, devant la télé. Je vais en citer deux. Lorsque Draarni était en prison et que son procès était en cours, qu'il était en instruction, chez le juge d'instruction. Tebboune arrive, il l'accuse d'être un khabarji, une balance, alors qu'il n'est pas encore jugé. Il l'accuse d'être un khabarji au service d'une ambassade étrangère. Il parlait de la France. Alors normalement, la logique des choses, c'est que le juge d'instruction, tout aussitôt, il se dessaisit de son dossier. Il lui dit, vous venez de violer la présomption d'innocence, je ne peux plus m'occuper de ce dossier. Alors non seulement il ne se passe rien, mais plus tard avec Sansal, qui est en prison, qui est en instruction, dans le dossier chez le juge d'instruction. Alors qu'est-ce qu'il dit, monsieur le président de la République? Celui qui incarne la Constitution, qui incarne l'exécutif, qui incarne la loi. D'ailleurs, en Algérie, on l'appelle le premier magistrat du pays. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Sansal est un las, c'est un malfaiteur. Il dit Sansal a été envoyé par la France. C'est un espion. Et il dit, mais il ne connaît même pas son identité. Et il en rajoute, il ne connaît même pas l'identité de son père. Et qui dit ça? C'est le président de la République. Pour vous dire que nous avons de très loin dépassé les petites approches cauteleuses de qui a fait quoi, est-ce qu'il a le droit. Nous on a brisé le mur du sang, on a fracassé le mur du sang. On n'en parle plus. Le problème, Chaban, je voudrais vraiment en parler parce que quand on Goubil Simened a très justement appelé les élites qui ne sont pas dans le pays, qui ne sont pas muselées, qui ont la possibilité de faire quelque chose pour leur patrie, pour le pays de leurs ancêtres, de se bouger tous en même temps. Aujourd'hui, les prisonniers politiques, c'est comme ça qu'il faut les appeler, et les détenus d'opinion qui sont dans les geôles d'Alger et d'ailleurs, ces gens-là, il est de notre devoir, il est de notre honneur, tous autant que nous sommes, de les défendre, de clamer leur nom, de dire ce qu'ils endurent. Pourquoi? Pour avoir parfois posté un post, une publication sur Facebook, pour avoir relayé le fameux hashtag « Je ne suis pas satisfait de ce qui se passe dans mon pays », pour avoir appeler les Algériens à un sursaut de dignité. Ces gens-là se trouvent sous le coup d'inculpations très diffamantes, très calomnieuses, qui touchent à leur honneur, à leur patriotisme. Et nous, on est là à regarder passer les trains. Mais et puis, il faut rappeler aussi que la France-Algérie, qui aujourd'hui défend Sansal, à juste titre, je ne disconviens pas et je ne blâme pas la France pour ce qu'elle fait en faveur de Sansal. Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est vraiment à la tête du client. Je vais rappeler un exemple très simple, celui de Ali
André Messili, notre compatriote, mais qui est en même temps, je crois, binational. Je crois qu'il avait aussi la nationalité française. Il a été assassiné par un voyou, un Mellou, qui aujourd'hui, à Alger, mène une vie de villégiature sous la protection des services de sécurité. Pour vous dire que c'est le même régime depuis 1962. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé quand un Mellou a tué Ali André Messili, un homme éminemment honorable, éminemment patriotique, qui a été dans la révolution algérienne dès ses premières heures et même avant. Il l'a tué de plusieurs balles dans l'allée de son immeuble avec un pistolet. Et qu'est-ce qu'elle a fait la France? Qu'est-ce qu'elle a fait la France-Algérie? Monsieur Pasqua l'a exfiltré et l'a soustrait des mains de la justice française pour l'envoyer chez les commanditaires, ceux qui ont commandité le crime. C'est pour ça... pardon, Chaban, avant que je ne perde le fil de mes idées, parce que c'est très important. Monsieur Boudiaf, quand il s'est réveillé, quand il a compris que les généraux l'avaient piégé, qu'ils voulaient se servir de son nom et de son historique pour passer pour les sauveurs de la République qui n'ont jamais été. Lorsque monsieur Boudiaf s'est rendu compte qu'il s'est fait avoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé 3 officiers de l'armée. Et cette histoire, c'est M. Samraoui, mon ami Samraoui, le colonel Samraoui Belfoum Moulemla, un homme d'honneur, qui me l'a raconté lui-même. Il a envoyé 3 officiers, un commandant et 2 capitaines, en secret, personne ne savait. Ils sont partis voir le Premier ministre, M. Bérégovoy, pour lui transmettre une lettre verbale directe de M. Boudiaf. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Monsieur le Président vous demande de l'aider à décaper la République algérienne de toute cette crasse. Il vous demande de lui fournir une liste exhaustive des gens qui ont des fonds ici en France, des biens, etc., etc. Parce que M. Boudiaf va leur déclarer publiquement la guerre et il va appeler le peuple algérien à se ranger derrière lui pour balayer les écuries d'Ogia. Vous savez ce qu'ils ont fait les Français? Et je ne citerai pas de nom, mais j'en connais pas mal. Ils sont allés voir Pierre Bérégovoy. Ils lui ont dit non, 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 attention, ne donnez rien. Ces gens-là sont nos agents, les sauveurs de la République. Les généraux qui ont cassé la volonté populaire et empêché les élus du peuple de rentrer au Parlement. Ils lui ont dit attention, non, non, vous ne donnez rien. Et plus que ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens des services de sécurité français qui collaborent avec le DRS, y compris dans le terrorisme pédagogique? Ils ont envoyé quelqu'un à Alger pour prévenir Smaïl Lamari lui-même et lui donner le nom des 3 officiers que M. Boudiaf avait été envoyé. Et dans les 15 jours, les 3 ont été assassinés dans des faux parages et inscrits à l'actif des islamistes. Mais attendez, la France-Algérie, c'est aussi les visas de tous les barons du régime, de toutes leurs familles, de leurs enfants, de leurs copines, de leurs maîtresses, de leurs bobonnes, et je passe, de leurs clients, de leurs parentèles, au point où ils donnaient des passeports diplomatiques à tout va. C'est les soins à la charge de la sécurité sociale algérienne, et je rappelle que les bureaux de la sécurité sociale qui chargeaient d'accorder les prises en charge, c'est comme un coffre-fort. Personne n'a accès à ces services. Du moins quand j'étais là-bas, moi. Personne n'avait accès, personne ne pouvait savoir qui. En plus, on parle de passeport diplomatique à vie, hein, c'est pas comme à vie, la plupart du temps, c'est à vie. D'ailleurs, on se demande pourquoi ils ne les enterrent pas avec... Jamaldine, pour avancer, Jamaldine Benchenouf, pour avancer. Oui. Justement, vraiment, on a Hamid Deraj aussi avec nous ce soir, mais pour avancer, est-ce que ça, justement, c'est dénoncé aujourd'hui, c'est des choses qui ne sont pas justes d'abord, qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas justes, puisque les Algériens n'ont pas de visa, ils ne peuvent pas voyager, certains jeunes ne sont pas sortis de leur ville, et c'est une réalité. Lorsqu'il faut faire 50 km, il faut passer par je ne sais quelle ville, enfin c'est malheureusement, mais c'est catastrophique, et je l'assume totalement. Ce que vous dénoncez ça, ce qui est aujourd'hui mis
sur la place publique, au sein de certains médias canadiens, même j'ai lu des choses en Amérique, etc. Est-ce que selon vous, justement, c'est enfin la fin, sans faire de jeu de mots, parce que ce sont des choses qui ressortent. Hein, j'espère, Chaban. Je m'excuse, c'est vrai que c'est une question très, très importante. Puis si on fait un point, parce que vous allez étaler sur la question de passeport diplomatique à vie, peut-être beaucoup considèrent que cette action, même on va écouter le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, sur la question, la réponse forte contre le régime algérien. On écoute, je reviens à vous, Djam. Mais je pense que ces tentatives de réconciliation ont été très très limitées, n'ont pas été payées de retour. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de mesures, des mesures individuelles, visas diplomatiques et autres, des mesures plus collectives. Je pense à l'accord de 68, je pense aussi à l'échange de lettres pour les diplomates de 2007. Je pense qu'on a une graduation de la riposte, de la réponse. Je pense que la France doit choisir des moyens correct de répondre à l'Algérie, à son agressivité. Très concrètement, là, qu'est-ce que vous allez faire? Il va y avoir on va délivrer moins de visas pour la nomenclature algérienne, par exemple? Moi, je suis favorable à des mesures fortes, mais je pense que ces tentatives de réconciliation ont été très très limitées, n'ont pas été payées de retour. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain... C'est très important ce qu'il dit. Bien sûr. Cette émission, elle aurait dû prendre 3 ou 4 heures pour pouvoir Salim. Ces gens qui vont en France avec passeport diplomatique, en classe première, qui ne ratent jamais l'avion, parfois auxquels on prépare un avion spécial pour les emmener, eux, leurs femmes, leurs gosses, pendant qu'Ouled Chab, ils meurent en mer. L'Arraga, ils meurent, ils crèvent. Ils ne sont même pas rapatriés pour être enterrés dans leur terre. Moi, je suis en train d'enquêter pour essayer de savoir si c'est vrai qu'ils ont été incinérés en Italie et en Espagne. Argohom. Pareil. Je veux me présumer de rien. Mais la crise entre la France et l'Algérie, pourquoi moi je dis ce n'est pas moi, c'est le régime et leur protecteur français. Ceux qui leur ont renvoyé le tueur de Ali André Messeli. Ceux qui ont permis que se perpètre sur le sol français un attentat terroriste, celui de 95 du métro parisien. Les services secrets français savent, et je prends ma responsabilité, je suis prêt à la justice, savent qu'il y a la main des services algériens et n'ont rien dit. Les services français savent que leurs propres compatriotes, les moines de Tibhérin, des Français, ont été assassinés par le DRS. Mais l'Algérie ancienne, maintenant c'est le Jazair Jadida. Non, la France-Algérie c'est la même. La France-Algérie, même avant 62, avant le coup d'État de 62, la France était derrière. Je rappelle que Bouteflika a été reçu par Ben Bella, la prison d'Aulnay, avec un passeport marocain qui a été demandé par l'équipe de De Gaulle à Hassan II. Les services de sécurité français ont fait en sorte auprès de la presse française pour que le terrorisme pédagogique qui a fait assassiner 250 000 morts se passe à huis clos. La presse française n'en parlait pas et quand elle en parlait, elle disait les sauveurs de la République contre la horde barbare ou barbariste ou islamiste ou je ne sais pas quoi. Oui, mais Jamal, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais si on revient à la réalité d'aujourd'hui, maintenant vous parlez de France-Algérie, beaucoup pensent que maintenant, avec l'extrême droite, c'est une autre France et que l'Algérie, sur leur côté, le Tebboune insiste comme quoi on est dans une nouvelle Algérie. J'ai envie de l'entendre, il avait parlé devant les cinéastes, il a répondu indirectement aux appels d'une réponse forte de quelques politiciens algériens français. Mais j'aimerais que vous reveniez vers moi une dernière fois et je finirai de parler parce qu'il y a quelque chose de très important à dire. Bien sûr, on va revenir. Mais on va écouter Tebboune, ce qu'il a dit par rapport aux demandes de quelques politiciens français de faire la pression sur le régime algérien. On l'entend. لما نتبعوا الأحداث المؤسفة اللي راها جارية حاليا تبين أولا أن الناس تجهل الجزائر ما يعرفوش الجزائر واحد يقول نعطوهم دراهم واحد يقول نعطوهم كذا واحد نعطوهم الجزائر ما تحتاج حتى إلا الله عز وجل وولادها فاتوا
الأصدقاء نتاعنا نضمهم ونحبوهم واللي بغى يخاصمنا داك شغله الله يسهل عليه. Monsieur Dr Sidi Menad, beaucoup pensent que cette déclaration, c'est une réponse aux politiciens français, mis à l'intérieur français et aux autres politiciens qui insistent comme quoi il faut une réponse forte contre les agissements du régime algérien. Vous pensez, comment vous regardez, comment vous considérez cette réponse de M. Tebboune? Il compte sur le peuple algérien, il n'a pas besoin de la France ou de tous ceux qui critiquent le pouvoir algérien. Mais vous vous attendiez à quoi? C'est sûr qu'il dira ce genre de choses. Moi, ce qui m'horripile, si j'ose dire, c'est ces gens-là qui applaudissent. Et je crois que c'est les assises du cinéma, c'est-à-dire qu'on a affaire pratiquement à des intellectuels, à des gens qui réfléchissent. Sans vouloir, comment dirais-je, donner moins d'importance aux autres, mais soyons sérieux. Lui, il parle comme il a l'habitude de parler, mais il ne faut pas oublier une chose, qui pour moi est fondamentale, que ce soit en matière de diplomatie ou autre. Nous sommes dans une situation de non-gouvernance. Le pays n'est pas géré. Il y a à mon avis, des centres de décision qui coordonnent plus ou moins leurs actions, mais on voit bien que c'est assez diffus, c'est assez désordonné. Et donc, moi, je ne m'étonne pas de toutes ces dérives auxquelles nous assistons. Donc, quand on est comme ça en pleine non-gouvernance, il ne faut pas s'attendre à des miracles et ça va aller crescendo. Donc, moi, je me pose la question de savoir si, quelque part, je crois que toi, Salim, tu avais effleuré cette possibilité. Peut-être que la France, à un moment donné, se dit, je crois que ce pouvoir-là n'est plus sérieux, on ne peut plus compter sur lui, et on commence donc à faire monter la mayonnaise. C'est peut-être quelque chose qui pourrait éventuellement servir d'hypothèse. Mais sincèrement, moi j'ai vraiment peur des jours à venir, même pas simplement des semaines ou des mois à venir, de ce qui serait possible d'arriver à notre pays. Parce que en fin de compte, on voit que ce pays n'est pas géré. Aujourd'hui, comment est-il possible qu'on puisse aller condamner quelqu'un, un poète, un jeune, qui n'a rien fait en fait, sauf il a repris apparemment le hashtag de Maramé Charadi que nous avons tous repris d'ailleurs, et je le dis publiquement. Eh bien, on l'enferme pour 5 ans. C'est quand même. Et j'aimerais dire un mot à ce sujet aussi. Lorsque j'entends par exemple, ce Mélenchon de LFI ou d'autres qui ont pris la parole au niveau du Parlement français et qui s'insurgent contre la dégradation des relations entre l'Algérie et la France. Moi, je suis pour. Je dis bravo. Sauf que même M. Mélenchon et tout le monde ne condamnent en rien les agissements de ce pouvoir d'Alger. La dictature, ces manquements aux traités internationaux, aux lois nationales, à la Constitution. Et c'est des dérives très graves. Si ces gens-là ont un certain amour pour le peuple algérien, ils devraient aussi dénoncer la dictature du pays. Et ça oui, ça j'applaudirais. Mais juste parler de relations entre les deux peuples, des peuples amis, etc. Moi, je suis désolé, c'est mi figue mi raisin. Donc, je sais pas si on est dans une zone de turbulence parce que le pays n'est pas gouverné. Il n'y a pas de gouvernance en Algérie. Voilà, merci. Je ne sais pas, je pense que on m'entend pas. Vous m'entendez, docteur? Oui. Oui, je voudrais juste revenir un peu sur ce que vous disiez. C'est une question que j'aurais aussi aimé entendre, Jamaldine. Le temps en passe. On est en 2025. Encore une fois, je le rappelle, parfois ça arrange le pouvoir d'instrumentaliser, de divertir. L'histoire est passée, mais on est toujours dans la mémoire de 62.
à 2025, des sorties aussi parfois extravagantes, des mots, parfois des injures que le pouvoir algérien utilise pour faire réagir les réseaux sociaux, pour créer des groupes, ce qui relève de l'instrumentalisation et peut-être du divertissement et de la diversion en 2025. Alors c'est vrai que Mélenchon, mi-figue, mi-raisin, mais ce que vous venez d'évoquer, ça a été aussi évoqué, ça a été mis en lumière, un pouvoir politico-militaire, un régime, voilà, tout ça, ça a été évoqué et les libertés ont été évoquées. 2 minutes là-dessus parce que je sais qu'il y a Hamid Deraj qui est avec nous et pardonnez-nous, cher invité. Mais docteur Sidi Mned, un mot là-dessus. On est en 2025. Les Algériens nous regardent. Est-ce que cette situation maintenant, au-delà de Rap France, mais il y en a eu d'autres, est-ce que ça peut leur apporter un changement demain? Ils n'ont pas voté, Tebboune. Ils ont voté à moins de 10%. Ça a été une grosse claque et ça veut tout dire. Ce régime, il est affaibli, il tombe, ou alors c'est un canard boiteux, mais qui va continuer à diriger le pays de la sorte. Écoutez, pour être tout à fait honnête avec vous, je pense et j'aimerais le croire fortement, c'est un pouvoir qui est en train de vaciller. C'est la raison pour laquelle, moi personnellement, j'appelle toutes les bonnes volontés qu'il y a dans notre pays, à l'intérieur, à l'extérieur, pour justement dénoncer tout ce qui est en train de se passer, parce que nous allons vers des situations graves. Moi, j'ai peur du chaos. Sincèrement, j'ai beaucoup peur du chaos. Et ce pouvoir, actuellement, certainement le recherche, parce que il sait. Et moi, je me souviens d'un général qui nous disait, du temps où j'étais au FFS, qui nous disait Khalata Sfat. Ils l'ont fait en 90. Khalata Sfat pour eux. Ça, c'est clarifié pour eux. Et j'ai peur que ça puisse continuer comme ça, qu'ils se disent, bon, puisque le bateau va couler, autant nous n'allons pas couler avec, mais nous allons le couler et pouvoir nous échapper. Moi, c'est ça qui me fait peur. Et je pense que ce pouvoir est en train de vaciller sérieusement, parce qu'avec toutes ces décisions, comme le disait M. Bouchinous, le tiribarquisme, comme il l'appelait, est très dangereux pour l'avenir du pays. سيدي مناد كممكن نعناك حميد دراج تيكت نعناك بعض غلا كما شغاليف كيف بعض غلا تورا العلاقه تاعي خطر يمكن نهضر يا فرنسا للجزائر يروح حميد وقيل انا قلي ذكي قلي كنا حميد ناك عاد غلا على العلاقه تاعي الجزائر فرنسا خاطر مكدنا نتماتنا اطاس لي ديكلاسيون قديم دبان فرنسا بريتو هضران يعني نوني وكثنا فوق ذا الجزائر اون جينيرال نوني فغان الضيقنا في ثمور في مدبرنا كي ساسي تبوني لكن كاين يا خويا تكلا فربي تكلا فوق ذو ذاكي مش كان ولي وكيل زارستاسيون كاين الديرني 5 سنين الحبس تجديد يعني دابور فاد ولا عشتو كذو ذاكي لانه كيدسا تيسنات مش كتسوال دي هضر العلاقه تاعي عطاسيك تسوالي كوم كوا العلاقات نصح المشاكل كاين نصح سي فرنسا لوك ذا اذف ويا كاين قال الا كيدس تورايف د الرئيس خاطر وتذف ويجي بالك تنوناس لا ريجيون كاين لاقاتي كسد هو وايض على كل حال ذاك تمثل تنسن بصح شيم تاع العلاقه تاعي لوك ذا الجزائريه ناس كيحوسي مالس تاعنا تمثل تاعي وتاعنا لا تمثل تاعي فهمت يعني اجل الجزائر وتعمل تمثلت ايساكي وغوري لك لو ريجيم كي با ليجيتيم باسكو تولا بالنسبه لي الريلاسيون ديال الجزائر فرنسا ما يدير لو بوفوار ليجيتيم ما يدير سي دي انستيتيسيون كي جير لي زافير دو ليتا مالوريزمون en Algérie c'est احنا ديزكي احنا on est en train de vivre dans une jungle. Il n'y a pas de loi. Ça veut dire le pouvoir, il des lois. Un pouvoir qui ne respecte pas la Constitution, un pouvoir qui ne respecte pas les citoyens, un pouvoir malheureusement qui gère les affaires par les flux, par la corruption, par les détournements, par Ben Amis, par les passe-droits. Donc, mais c'est le système de Bouteflika dans la période de Tebboune plus les affaires nouvelles. Bon, quand on dit Tebboune, ça veut dire qu'on doit parler du système, du régime depuis 62. En Algérie, malheureusement, on ne sait pas, nous allons de l'Algérie, ce qui m'a l'air, c'est que Tebboune, c'est un porte-parole. D'ailleurs, en Algérie, c'est nous, les concurrents, parce qu'il y a une relation internationale, qu'est-ce qu'on appelle la concurrence. On ne peut pas être concurrent avec la France, c'est rare. C'est dit, le pouvoir est illégitime.
الساقي même cette النظام تولي بلي الساقي mais ce n'est pas seulement la justice qui n'est pas indépendante la justice elle n'est pas indépendante les médias ne sont pas indépendants le législatif n'est pas indépendant même le gouvernement n'est pas indépendant aucun ministre ne parle de son secteur aucun ministre ne parle de son secteur donc même l'exécutif elle n'est pas indépendante donc c'est vous dire il y a deux qui parlent il y a Tebboune c'est Tebboune qui parle de l'économie qui parle de la médecine qui parle de l'agriculture qui parle de tous les domaines ça ماشي معليش ولكن معليش صار ديكتاتور في الوقت غير حديث الوليه الساكنه هذاك لي كون كوان الجزائر السبدوديس يا ودي معايا دي بارول معايا الشعارات اللي دوبي 62 السيكل كيفاش يقرا غادي ليبرتي غادي كيقرا هذا كان يتبدل لي انستيتيسيون Tebboune الساكي اللي ما بلاصي بار لو بوبل باسكو يليجيتيم لو بوبل والتخفار هو كي يوغال ذا السلوان دونك هذه الساكيه كيقار اون دوا با لا قرا غتسرق الحباس يبدانا لي ديوران ديال لي ريزو سوسيو ديال فرنسا الساكي اون فرنسا ولاش لي ديتيني بوليتيك ولاش لي ديتيني دوبينيون اون الجيريا لي ديتيني دوبينيون اون فرنسا يا با تحركه الجيريا الحركه اون فرنسا يا با كوربسيون اون الجيريا لا كوربسيون اون فرنسا l'industriel ça veut dire خدمة les véhicules les anifs وكل السيكول عندهم خدمة باتيس جنيف en France toutes les institutions qui gèrent en Algérie c'est des personnes qui gèrent donc il n'y a pas ماشي محل d'équilibre السيكول الجيري oui elle peut ça veut dire c'est des problèmes avec le Maroc diplomatique avec le Maroc avec la Tunisie mais la France bon on aimerait bien دي شوز يعني هذا تموتنا نقول ماشي تموتنا كريتيكي نقول ما نهضر في الريجيم باسكو اون دوا فير لا ديفيرونس انتر لو ريجيم اي ليتا سي لو بوبل ليتا سي دي انستيتيسيون لو ريجيم سي دي بيرسون اللي قلنا بوتفليقه اللي قال كل فخامته هو السيكي ولا شيت السيكي وين اللي قال فخامته وين كافني يقول السركع السيكي قال بوتفليقه عصابه وين قلنا السيكي le pouvoir. Malheureusement, il y a le groupe de chiatines, il y a les groupes qui n'ont pas de principe. Qu'est-ce que c'est Tebboune? Tout d'abord, on doit donner l'importance aux élites politiques. On doit donner l'importance aux compétences. On doit laisser le peuple de choisir ses institutions en commençant de la présidence de la République jusqu'à تنمية حميد أعطيك صحة مع عزيزنا تنمية حميد دراج دم غنس سرتيتي دنا كودي سيتي زوج تنمية تمقاطق ما شعبان قاسي mais il y a un problème de connexion. Chaban? Je vous entends très bien, Salim. Très bien, vous. Non, peut-être Jamaldine voulait d'abord, le temps passe, voulait évoquer peut-être deux, trois éléments qu'il avait en tête. Puis moi, j'ai envie aussi de le relancer sur des éléments importants. On est en 2025. Le pouvoir algérien de tout temps, et puis même d'ailleurs d'autres États, utilisent parfois des actualités, font des sorties, peut-être pour divertir, instrumentaliser, alors qu'en Algérie, il y a un constat que Hamid Derraj d'ailleurs vient de faire, il y a un constat sur les libertés, la presse, les transports, la santé, l'école, faire de la politique, il y a plein de dossiers. En 2025, avec un pays donc apparemment aussi instable que ça en politique, est-ce que demain il change? Est-ce que demain il tombe? Est-ce qu'il y a ce changement de système selon vous, Jamaldine, qui arrive? Et puis vu un peu la situation géopolitique à l'intérieur du pays en termes de politique intérieure et donc cette image de politique extérieure, est-ce que le pays est aussi bien protégé au niveau de ses frontières, au niveau de la région par exemple? Bien sûr, je peux ajouter c'est ce que mon frère Chaban Qassi a dit. En parlant de la géopolitique, maintenant on parle de l'intérieur. C'est depuis que Tebboune est là, on a vu comme quoi la diplomatie algérienne elle a beaucoup de problèmes. La relation algéro avec les autres pays voisins, il y a beaucoup de problèmes. Et beaucoup considèrent que cette situation, finalement, l'instabilité du régime, parce que comme Chaban l'a bien dit, peut-être il est là aujourd'hui, est-ce que demain il y aura un autre régime avec l'instabilité, la non-légitimité de ce pouvoir. Est-ce que ça peut, et la réaction de la France par rapport à ce régime, est-ce qu'on peut considérer que ce régime finalement
c'est une vraie menace, pas que contre le peuple algérien, mais même l'environnement, les pays aux alentours. Et on voit cette animosité entre l'Algérie et ses pays voisins. Oui, oui, bien sûr. C'est un régime qui fait eau de toutes parts, qui est voué au naufrage. C'est Titanic au moment des violents, quand tout le monde s'apprête à prendre le canot de sauvetage. Donc les premiers à fuir, ce seront eux, bien sûr, qui iront rejoindre leur pénate. Et vous pensez que la France et les autres pays sont conscients de cette situation? C'est pour ça qu'il y a cette tension entre les pays? La France-Algérie est une bête malfaisante qui ne fait du bien ni à la France ni à l'Algérie. La preuve, c'est que si c'était le cas, ils auraient calculé, ne serait-ce que le tsunami migratoire qu'un grand déséquilibre au Maghreb pourrait déclencher à destination des rives européennes, des rives nord de la Méditerranée. Parce que si ça explose, à Dieu ne plaise, au Maghreb, ce sera un tsunami migratoire. Particulièrement à destination de la France, même si les gens je parlais. Donc le régime algérien, c'est une menace. Bien sûr, c'est un exemple de le problème migratoire, mais même le programme économique et tout. Mais ça fait partie des menaces de ce régime qui peut poser sur l'Algérie. La France-Algérie, en tant que tout, dans sa globalité, ça veut dire avec le régime algérien et l'État français. Et notamment certains cercles occultes, certains cénacles, certains pôles d'intérêt très étroits où il y a les pompes afriques, où il y a les commissions, les rétrocommissions. C'est une bête, comme je viens de le dire, malfaisante, qui ne tient pas compte de toutes les perspectives possibles, qui ne tient pas compte des effets pervers possibles, des retournements violents. Mais oui, pour répondre à Chaban, ce système, comme l'a dit Sidi Menned, ce système peut exploser d'un moment à l'autre, comme tous les systèmes mafiocratiques. C'est pas comme une vraie république qui a ses fondements, qui est bien ancrée, qui ne repose pas sur des hommes, mais qui repose sur des institutions. On a des exemples. Hein. Le dernier exemple, c'est la Syrie. Hein, du jour au lendemain, on a vu Bachar s'enfuir. Voilà, exactement. Mais sinon, d'abord, il ne faut pas tirer comme ça les yeux bandés sur tout le monde. Tous les gens issus des barons du régime qui sont installés en France ne sont pas tous à blâmer. Il y a parmi eux de grands serviteurs de l'État. Il y a parmi eux de grands commis de l'État. Il y a parmi eux des gens qui sont installés en France par légitime défense, parce qu'il n'est plus possible de vivre normalement en Algérie, qui n'ont que des petits appartements, qui n'ont que leur retraite. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas tout mélanger. À côté, par contre, il y a des centaines de ministres qui ne sont pas très propres. Je dis des centaines. Hein. L'Algérie a eu quelque chose comme 800 ministres depuis 1962. Mais on a au moins 400 en France, avec leurs familles. Tous ne sont pas pourris, mais il y en a beaucoup. Il y a des milliers de grands cadres de l'État, dont beaucoup sont partis avec une cagnotte mal gagnée. Il y a des milliers d'officiers supérieurs de l'Algérie, de l'armée algérienne, qui sont installés, donc beaucoup sont français. Donc les enfants avec leur famille, avec leur famille, leurs bobonnes, leurs biens et tout, qui font les va-et-vient entre l'Algérie et la France, qui ne sont jamais inquiétés et qui ont même... justement, c'est grâce à cet accord par rapport à passeport diplomatique, ils peuvent circuler librement comme ils veulent. Mais il y a surtout une véritable faune, une jungle de prétendus capitaines d'industrie qui sont branchés justement avec le DRS, l'état-major, le haut commandement de l'armée, qui ont bénéficié de crédits faramineux à peine imaginables en milliards de dollars, et qui, par le biais des accords de 68 justement, ont trouvé une filière pour faire passer l'argent. Ils ont trouvé leurs amis français de la France-Algérie pour les aider à blanchir cet argent volé au peuple algérien par le biais de la surfacturation, à le transformer en argent propre. Et Dieu sait que pour blanchir 1 million d'euros, il faut en perdre au moins 2 millions.
qui vont à gauche, à droite pour boucher tous les trous de l'investigation possible. Et donc, ceci étant dit, il faut que les militants algériens qui ont le sens de la justice et du vrai patriotisme s'attaquent à cette pieuvre malfaisante composée de deux parties de l'Algérie et de la France. Mais, j'en aurais fini avec ça. J'ai envie de parler, Salim, d'un problème que je connais très bien. Mais je ne pourrais pas tout dire. Parce que je ne veux pas faire... je ne veux pas me retrouver devant les tribunaux et sans moyen de me défendre. Mais je ne peux pas ne pas en parler. Peu de gens en France savent quel Magharibiya. Je le prends sur moi. Peut-être on va rester avec le sujet de la France, on va revenir avant de terminer. Non. Je te promets avant de terminer. C'est sûr. 100%. Parce que je dois en parler. Non, bien sûr. On va revenir à ce sujet. Juste, on va laisser comme un dernier sujet. Mais il n'y a pas de souci. Chaban, à toi. Chaban? Oui, le docteur Sidi Mennad, vous êtes encore avec nous. Je voudrais revenir avec vous peut-être sur un élément qui nous semble essentiel puisqu'on est en 2025 et le peuple attend aussi le mouvement, le changement. Les Algériens veulent ce changement, mais pas que. Il y a des pays d'Europe qui veulent aussi un changement. En Amérique latine, on l'a vu dernièrement en Syrie, en Amérique aussi. À l'heure où on se parle, Trump vient de clôturer son discours et les Américains n'en veulent pas aussi. Mais bon, on a bien compris que dans certains États, ça passe. Malheureusement pour ces peuples. Le rôle des élites, docteur Sidi Mennad, on parle des écrivains, on parle des journalistes, on parle des hommes et des femmes politiques. Quel rôle demain doivent avoir les élites aussi dans un contexte particulier puisqu'il y a aussi cette répression, docteur? Mais merci de cette question, Chaban, parce que ça me prend vraiment à cœur. Les élites, encore une fois, où qu'elles soient, même celles qui sont en Algérie, pourraient tenter effectivement un geste, ne serait-ce que d'abord dénoncer cette dictature, la dénoncer publiquement. Moi, je ne comprends pas que de grands écrivains, j'ai pas envie de citer le nom, mais bon, un nom me vient à l'esprit, Yasmina Khadra, qui a une notoriété internationale. Qu'attend-il pour dénoncer le pouvoir d'Alger? Je ne comprends pas. Il dit que le peuple algérien est un grand peuple et tout. C'est très bien. Mais au-delà, que peut-il dire à propos du pouvoir d'Alger? Et j'ai des exemples. Moi, je vous cache pas que j'avais même écrit un appel pour toutes ces élites, pour leur dire qu'attendez-vous? Vous ne pouvez pas rester dans l'indifférence. L'indifférence, elle tue. Et comme le disait le grand diplomate, d'ailleurs Stéphane Hessel, indignons-nous, que nous nous indignons tous, parce que je peux dire une chose, que si ces élites connues, reconnues à travers le monde, qui ont des attaches un peu partout, même dans les milieux politiques, que ce soit en France ou dans d'autres pays, même les députés franco-algériens, des hauts fonctionnaires franco-algériens ou dans d'autres pays, même en Grande-Bretagne, se mettaient comme un seul homme à repousser, à rejeter ce pouvoir d'Alger, je vous assure que le lendemain, ce pouvoir sera tombé. Donc le rôle de ces élites, il est crucial, il est fondamental, et qu'on ne me dise pas « Ah, moi je suis climatologue, je fais pas de la politique. Ah, moi je suis footballeur, je fais pas de la politique. Ah, moi je suis ceci, je fais pas de la politique. » Nous parlons de notre pays, et je ne fais pas de politique, je fais du patriotisme. Et c'est parce que ce pays m'interpelle, c'est parce que ce pays, je l'aime et que ça me fait mal de voir, encore une fois, un jeune aujourd'hui condamné à 5 ans de prison pour quelque chose qui est tout à fait condamnable. Ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Que nos élites se révoltent et prennent leur plume. Je ne leur demande pas autre chose, qu'ils prennent leur plume pour dénoncer ce pouvoir. Merci. Docteur, du coup, restez juste 2-3 minutes encore avec nous. C'est quoi la recette? Donc c'est le courage, la persévérance, malgré parfois effectivement quand on décide de s'attaquer à ces pouvoirs, on prend le risque aussi de ne pas
pouvoir remettre les pieds au pays. Alors en Algérie, on cite quand même qu'il y a des élites qui tentent de travailler, les Karim Tabo, les Mohsen Ben Abbas, Ali Belhadj, qui ne peut même plus sortir de chez lui, il y a des femmes et des hommes, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait notamment pour ces élites à l'international? C'est du courage, de la persévérance, comme l'ont fait nos grands-parents pour sortir du côlon? Je ne sais pas si on peut appeler ça courage, mais surtout de la, je dirais, être, comment dirais-je, patriote un tant soit peu. Parce qu'il n'est pas possible pour n'importe qui a conscience de ce qui se passe dans son propre pays et qui peut éventuellement prendre la parole. Nous le faisons tous. Je ne pense pas qu'il s'agit de courage, encore une fois. Et encore une fois, écrire, dire les choses telles qu'il les ressent vis-à-vis de l'Algérie. Et ça, je crois que c'est fondamental. Et parce que ça fera boule de neige. Et même nos amis, tous les amis de l'Algérie vont aussi se dire, ah tiens, les élites algériennes bougent, nous allons bouger avec elles. Et c'est ce qu'il faut, parce que ce pouvoir-là, il faut un rapport de force d'un point de vue, bien sûr, pacifique, pour qu'effectivement, il panique. On l'a vu, avec un simple hashtag, il y a eu un vent de panique. Donc, je ne comprends pas pourquoi ce silence-là, qu'il parle, qu'il dise que l'Algérie doit être sauvée. Très bien, c'est Mened. Très bien. Peut-être un mot ce qu'il a dit, M. Sidi Mened, par rapport à la diaspora, par rapport à la responsabilité. Et en même temps, il faut appeler, il y a d'autres qui appellent à l'apaisement. Comment vous... Que je remercie beaucoup. C'est Ahmed Sidi Mened, c'est un grand patriote. Il parle, ça coule de source quand il s'exprime. Moi, je l'entends. J'entends ce qu'il dit. Et je sais que nous sommes des millions à l'entendre. Et j'aimerais que son exemple se multiplie à l'infini, parce que nous avons des pépites dans la diaspora. Nous avons des hommes et des femmes lumineux partout dans la diaspora, au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, partout. Moi, j'en connais partout. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour changer les choses ? Il faut qu'il y ait une synergie. Il faut qu'il y ait une convergence de toutes les énergies vers un même centre, vers un même cœur battant pour ce malheureux pays, ce fabuleux pays qui a été dilapidé, qui a été désintégré et dont les fils, les enfants doivent comprendre qu'il est temps de le sauver. Et je remercie aussi Tejadi, Tblam, et ces centaines, 240 on l'avait pendant mois. le Hirak, ça. Hein? On l'avait pendant le Hirak. Oui, mais il faut... Le Hirak nous a échappé, comme octobre 88 nous a échappé. Il a été récupéré. D'ailleurs, le Hirak aujourd'hui s'appelle Hirak el-Moubarak. D'une partie de la Issaba qui a envoyé l'autre moitié de la Issaba en prison et qui sont prévôts. Mais ces centaines de gens qui sont en prison, qui sont des prisonniers politiques, qui sont des détenus d'opinion, n'en déplaise à M. Tebboune qui a dit c'est un mensonge du siècle que de dire que nous avons des détenus politiques. Mais comme j'en arrive à la fin, j'aimerais dire quelque chose. Un compromis, on n'est dépassé pas le temps, mais c'est très important pour moi de le dire parce que j'ai été longtemps un salarié de Maghrébia, un journaliste. Maghrébia m'a beaucoup aidé dans ma vie professionnelle, elle m'a permis de m'exprimer, elle m'a permis de voler au secours de mon pays, contrairement à ce que disent certains sur moi, les calomnies qu'ils répandent sur moi, que je serais un mercenaire d'Israël, du Merzen comme ils disent, de la France. J'aime mon pays comme l'a aimé mon père, Rabbi Yirahmou, comme s'est battu mon père. Mon père s'est battu que par le travail. Il a été un travailleur honnête toute sa vie. Il a travaillé 45 ans. Il est sorti chef de service. Et comment t'as connu là? Et il a eu 1 million de retraites. 1 million de retraites après 45 ans de fonction publique. Quand il a une attestation communale, parce qu'il était au CAVLN, il s'en est même pas servi. Mais bon, là, باش ما نخليوش الناس 1 million de centimes باش نفهموا ماشي 1 million de dinars ولا 1 million de francs ولا حاجه. بابا ربي يرحمه خرج من 1 million de centimes. Très bien. Son seul bien, c'était le logement qu'il a acheté. Juste pour mettre les points. أنا حبيت نهضر على المغاربية. المغاربية
peu de gens en France savent qu'elle ne diffuse plus à travers le satellite Eutelsat. Elle diffuse à travers les réseaux sociaux. Ça. Une grande chaîne comme le Maghrébia, que les Algériens appellent Qanat Chab. Les manifestations du Hirak, il y a des centaines de vidéos. Pas... Sauf je vais ajouter un mot parce qu'on a le devoir de réserve, mais juste pour vous informer le téléspectateur, comme quand l'affaire est dans les tribunaux, Inch'Allah, on va arriver à un point où on peut régler ce problème. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on est dans les tribunaux. Ça, mais Anna, si j'en parle, je sais que vous ne voulez pas en parler publiquement, je le sais, puisque je vous connais tous, vous êtes des amis. Mais Anna, j'ai le droit d'en parler. Moi, je ne suis pas un travailleur de Maghreb. Absolument. Moi, je suis un retraité, je viens chez vous bénévolement. Ça, le Maghrébia, elle diffuse à travers les réseaux sociaux. Elle a été expulsée, chassée de Telsat à 2 reprises. La première fois, à la veille de l'élection présidentielle de M. Tebboune en 2019. Tac, Kharjoua. Qu'est-ce qui se passe? Telsat, on est allé la voir, au journaliste Yahya Bounouar. Moi, ils n'ont pas voulu me recevoir. Yahya Bounouar, ils l'ont reçu, ils lui ont dit non, on n'est pas au courant, ceci, cela. Et puis par la suite, ils ont fait, je sais qu'ils ont fait un écrit où ils ont dit c'est la République algérienne qui nous informe que vous émettez des programmes un peu subversifs et qu'elle n'a pas donné son autorisation. Nous l'avions diffusé, hein. Nous l'avions diffusé dans le cadre de nos programmes pour informer les téléspectateurs. Comme si Eutelsat ne savait pas que les ondes, ils n'ont pas de mur dans le ciel. On ne peut pas arrêter les ondes. Donc on n'a pas besoin d'autorisation de l'Algérie pour que les Algériens ou le Maghrébien, surtout qu'ils disent Qanat Chab. C'est grâce en partie à Al-Maghrébia que le Hirak a pu se coordonner de l'est à l'ouest, au sud. Tout le quartier général des Hirakis, c'était le Maghrébia. Ils se rencontraient avec le Maghrébia. C'est la seule chaîne au monde qui émet un programme standard ouvert au public en direct. Sans tamis, sans sas, sans contrôle, sans rien. Alors... Des fois, on le paie cher, Des fois, il y a des dépassements. De temps en temps, ils interviennent, ils taillent le knapp parce qu'ils savent que les Algériens, ils sont très prudes, ils sont très, à la limite de la pudibonderie. C'est les effets du direct. Voilà. Alors, moi, je me renseigne. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019 ? Je sais. Et là, je le dis. Je suis prêt à aller au tribunal. Alger a envoyé une équipe de très hauts responsables qui ont rencontré des politiciens français. Je n'en dirai pas plus. Tu parles de 2019 ou cette fois? Non, la première fois. La première fois. Okay. Ils ont rencontré et ils ont parlé de Maghrébia. Moi, je n'étais pas avec eux, je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Sauf que 2 ou 3 jours après, Maghrébia a été chassé de Telsat. Donc, rien ne m'empêche de comprendre que moi, ça répète. Qu'ils ont fait pression sur Eutelsat, dont la France est majoritaire. L'État français est majoritaire sur Eutelsat. Et ils ont commis, non pas une irrégularité, non pas une infraction, mais une forfaiture. Une forfaiture. Ça veut dire que c'est le summum de l'outrance, de la transgression des lois par quelqu'un qui a été chargé d'appliquer la loi dans un domaine particulier. Ça a été chassé. La Maghrébia s'est battue à gauche, à droite. Elle a essayé même d'ouvrir sous un autre nom, Ores TV. Et c'est passé, moi j'y étais. J'animais une émission dans Ores TV. Même pas une semaine ou 10 jours, je ne sais pas quoi, ils se sont rendus compte que c'était les mêmes. Ils les ont encore chassés. Et le Maghrébia est allé taper à toutes les portes pour se faire héberger. C'est un autre provider. C'est l'autre provider. Quand ils l'ont su, comme quoi c'est le Maghrébia qui diffuse. Ça s'est mis en marche, ils l'ont encore. C'était pas Awa, c'était l'autre. Et après, une fois bon élu, compromis, parce que ce qu'il le rendait la première fois. Laissez juste passer les élections et après vous pouvez les reprendre, il n'y a pas de problème. Les élections sont passées, le Maghrébia a été reprise par Telsat. Tranquille. Personne. D'ailleurs, vous ne pouvez pas commettre d'irrégularité quand vous êtes une chaîne de télé, parce qu'il y a des organismes de contrôle. Maghrébia qui est de droit britannique,
il y a, comment on appelle l'organisme qui contrôle les programmes? Ofcom. Le régulateur. Ofcom, il est là avec des loupes et des jumelles. Au point où si vous n'invitez pas l'autre partie à débattre de problèmes politiques, il peut vous faire des problèmes. Absolument. Qu'est-ce qui se passe? Il joue les dernières élections présidentielles, M. Tebboune. Rebelote. Le même truc se répète. Eutelsat reçoit des consignes, je ne sais où. Elle décide de bouter dehors El-Maghribia. El-Maghribia a tout fait pour essayer de comprendre, de demander des explications. Mais donnez-nous une explication. Pourquoi vous nous avez fait sortir? Il n'y a rien. Aucune explication. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Et El-Maghribia, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, ne veut pas faire de vagues. Elle veut faire son métier d'information. Elle veut aller doucement, ne pas choquer des États pour ne pas en arriver. Rien à faire. Ils ont tapé, le Maghrébien a tapé à toutes les portes. Ils sont en train de faire bouger tous les avocats, ils sont en train d'écrire, de réécrire, de demander des audiences. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y va de l'honneur de la République française. Il faut que la République française rétablisse El Maghribia dans ses droits légitimes. Jamaldine, rapidement. Jamaldine Benchenouf, rapidement. Il y a deux éléments que vous dites. D'abord, il y a Eutelsat qui nous stoppe notre diffusion. C'est une chose. Mais d'un autre côté, vous venez de dire donc clairement, et je le sais, mais c'est vrai que c'est arrivé une fois avant les élections et la deuxième fois avant les élections. Oui. Donc il y a une corrélation, enfin, pour être évidemment, clair, c'est le pouvoir algérien qui donne les règles. Ça coule de source. Jamal, pour encore une fois, on ne peut pas ni nier, ni confirmer ce que vous dites, c'est de votre responsabilité. Oui, c'est moi qui parle. Mais on confirme comme quand nous, on a pris le chemin de la route judiciaire, on est dans les tribunaux avec les avocats pour essayer d'avoir des récupérations. Mais moi, c'est surtout pour lancer un appel aux institutions françaises. Un appel aux hommes politiques et aux femmes politiques français et françaises pour rétablir le droit et la justice. Je lance un appel à la société civile française. Et je lance surtout un appel à mes confrères, aux journalistes français, quels qu'ils soient, pour laver cet affront qui a été fait au droit, à la justice, de ce média qu'on a empêché d'émettre, ce média dont il faut rappeler qu'il est très estimé du peuple algérien, et d'ailleurs je ne les invite pas à me croire, je les invite à aller le vérifier eux-mêmes, que le Maghribia est bien Qanat Shab, c'est le média du peuple algérien, c'est comme ils disent بالعربية غير هذه الطاقة اللي نتنفسوا منها, c'est la seule ouverture qui permet au peuple algérien de respirer un peu de liberté. Et nous, de notre côté, on fait appel plutôt à l'état de justice, à l'état de droit, l'Occident qui est connu, respectant les droits. Nous aussi, on demande qu'à nous donner nos droits, à laisser libre de faire le travail de journaliste comme tout le monde. Merci à Teksa Jamal. C'est Chaban. Merci à tous. Merci docteur. Merci Azouaf Chemrouk. Et puis merci Hamid Daraj d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, bien évidemment, derrière cette situation. On vous tiendra informé. Mais bon, aujourd'hui, de toute manière, peu importe, transmettre un message, donner de l'information, malgré certaines répressions, où il y a une multitude de façons de faire. Merci Salim, bonne soirée. Merci Shaban, barakallah fi Shaban Qassim, merci beaucoup. يتمثل عقنا نسقي حميد دراجة زواو سيدي منادي بيان سور أمدا كنا جمال بن شنوف كنا يتمثل كم شكراطاس إن شاء الله ونتفكرتي هذا الوزكا دينا نقيم لنا ربي والسلام عليكم.